Salut les gars, bienvenue dans la FAQ du JJB. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez peut-être vu il y a quelques jours que j'ai partagé une story dans laquelle je proposais un nouveau format de vidéo dans lequel je répondrais à différentes questions que vous me poseriez. Donc j'ai fait un petit sondage en story Instagram, vous avez été nombreux à y répondre favorablement, d'ailleurs je vous remercie et à me soumettre donc différentes questions. Donc il y avait juste donc c'est des questions en rapport avec le JJB, à l'exception des questions qui nécessiteraient une démonstration technique. Donc plutôt voilà, tout ce qui est lié à la façon de s'entraîner, l'histoire du JJB, voilà, toute question en rapport avec le JJB, sauf celle où j'aurais besoin de mon kimono pour vous répondre. Pour ceux qui me connaîtraient pas, donc je m'appelle Dany Plat, je suis ceinture noire de JJB, professeur à la MK Team Paris et compétiteur régulier aussi, notamment sur le circuit IBJJF. Donc, bah, écoutez, on va se mettre en route tout de suite. Je récupère les questions. Alors, où sont-elles? Les questions, elles sont là. Hop là. Ok, nickel. Alors, première question. J'arrive à caler une menotte quand je suis top en garde fermée, mais pas à m'en servir. Des conseils. Bon, bah, ça commence bien les gars, vous avez bien compris le concept. Ouais, non, donc là on est sur une question technique. Donc juste pour expliquer brièvement, ceux qui n'auraient rien compris à la question, la menotte c'est une technique de l'appel, c'est une technique où on utilise le lapel du kimono de l'adversaire pour enrouler son poignet. En fait, c'est une technique qui a été inventé par mon professeur actuel, Olivier Mako Michalesco, qui est un spécialiste de cette technique-là. Personnellement, je l'utilise pas vraiment en combat, donc je serais même sur un tatami, je serais pas forcément le plus avisé pour te répondre. Donc désolé. On va passer à la question suivante. Une méthode théorique pratique pour l'entraînement et la progression. Une méthode théorique pratique pour l'entraînement et la progression. Pour l'entraînement et la progression, je suis pas bien sûr de comprendre. Je vais, on va dire bon, méthode pour progresser. Méthode pour progresser, déjà, c'est commencer par être régulier à l'entraînement. Déjà, c'est une bonne chose. Je pense que pour répondre mieux à ta question, en fait, l'idée c'est de d'essayer de comprendre en fait à quoi servent les différentes façons de s'entraîner. Je m'explique. Je pense par exemple que les sparring, c'est un passage obligé. Faire des sparring dans un cours collectif avec plein de partenaires différents, des lourds, des légers, des bourrins, des mecs techniques et tout, etc. pour développer sa capacité d'adaptation en combat et adapter son jeu en fait aux différentes problématiques qu'on peut rencontrer. Ça va aussi permettre de t'aguerrir. Ça va pas forcément être le meilleur outil pour polir ta technique, mais ça va être voilà, le passage obligé pour t'aguerrir, développer ta combativité, gérer l'imprévu, gérer les situations un petit peu d'agression entre guillemets du sparring réel. Donc c'est un voilà, c'est un passage, je pense, obligé si on recherche l'efficacité dans sa pratique. Euh, pour autant, c'est pas suffisant. Je pense que le travail à thème, il y a énormément de gros noms du JJB qui insistent là-dessus. Le travail à thème, ça permet d'isoler une séquence technique, une situation bien précise, et de se forcer à développer des nouvelles compétences techniques, des nouvelles capacités dans une situation dans laquelle on se retrouve pas forcément naturellement en sparring. C'est vrai que quand on est dans un club avec des partenaires qu'on connaît bien, on finit par facilement presque faire toujours les mêmes combats quoi. Quand on a un partenaire qu'on connaît bien, on sait qu'il va faire ça, on s'en rend même plus vraiment compte, mais on revient finalement souvent dans les mêmes situations et on passe à côté de tout un pan du JJB. Donc le travail à thème, je pense que c'est vraiment un outil très important pour élargir son panel technique et
et quand même garder une notion de réalisme dans sa pratique, euh, pour, voilà, pour continuer à élargir son panel technique. Enfin, il y a tout ce qui est travail technique et drill. Bon, j'ai un peu pris les choses à l'envers. Je suis parti du combat pour arriver à la technique. Traditionnellement, dans un cours, ça se passe plutôt dans l'autre sens. Mais c'est pas grave. La technique, donc, c'est ce qui va permettre finalement de se poser, prendre le temps de, comment dire, de bien décomposer un nouveau mouvement qu'on connaît pas, de bien essayer de comprendre les tenants, les aboutissants. Je pense que plus on est débutant, plus on a besoin de ça. C'est vrai que quand on avance, quand on commence à avoir quelques années de pratique et un certain bagage, comme on peut plus facilement faire des connexions, des rapprochements avec des, des, des compétences qu'on a déjà, l'apprentissage technique se fait généralement plus rapidement. Quand j'apprends personnellement une nouvelle technique, moi, ça fait 13 ans que je pratique maintenant. Généralement, j'arrive assez rapidement à comprendre les tenants, les aboutissants de la technique et à la rapprocher de quelque chose que je connais déjà. Et donc cette phase d'apprentissage technique, j'en ai quand même besoin, hein, vraiment c'est une technique nouvelle. Si je prends l'exemple d'une technique que j'ai travaillé un peu dernièrement, qui s'appelle le leg trap, j'ai rapidement compris et rapproché la technique de choses que je connaissais déjà, mais j'ai eu besoin quand même de l'essayer, l'appliquer, essayer différentes choses. Mais c'est vrai que je vais avoir peut-être moins besoin qu'une ceinture blanche de m'attarder sur cette phase-là et je vais plus rapidement passer sur le travail à tête. Donc voilà, si je résume un petit peu tout ce que j'ai dit, je pense qu'il y a trois phases de d'apprentissage, trois, trois domaines dans lesquels on peut développer son jujitsu. C'est la phase d'apprentissage technique, drill sur partenaire statique. Puis progressivement, on s'oriente vers un travail plus à thème avec donc on cloisonne un peu le combat autour des techniques qu'on souhaite travailler et on rajoute un petit peu de réalisme. D'ailleurs, on peut, moi quand je donne cours, je recommande souvent quand on vient d'approcher une nouvelle technique et qu'on passe sur du travail à thème, de faire des combats à 50%, 60%, en mettant juste un petit peu de mouvement, en étant très dans l'échange pour voilà, continuer à explorer la technique. Et puis enfin, la dernière étape, c'est de l'utiliser en situation réelle de sparring. Alors on peut encore être progressif à ce niveau-là, en essayant déjà de la placer sur des partenaires avec lesquels on est relativement à l'aise en combat, puis des partenaires où c'est un petit peu serré, enfin des partenaires plus forts que nous pour voilà, continuer encore à échelonner l'apprentissage de nouvelles techniques. Voilà. Je sais pas si ça répond bien à la question, mais bon, c'est ce que je te dirais. Quel conseil donnerais-tu pour une première compétition? Quel conseil je donnerais pour une première compétition? Je conseillerais, alors, je conseillerais, je pense que, alors on me demande souvent, à ton avis, au bout de combien de temps on peut faire sa première compétition? Je pense qu'il n'y a pas de règle précise. Personnellement, j'ai fait ma première compétition au bout de 6 mois de pratique. Je pense que entre 6 mois et un an de pratique avant de faire sa première compétition, c'est un bon, voilà, c'est un bon laps de temps, on va dire, pour avoir commencé à emmagasiner déjà un petit peu de technique. Euh, de toute façon, n'attendez pas de vous sentir prêt pour aller en compétition. Vous vous sentirez jamais prêt à 100%. Il y aura toujours des lacunes dans votre jeu, même après des années de pratique. Donc, si vous attendez de vous sentir prêt pour y aller, vous irez jamais. Donc, je pense que 6 mois, un an, ça permet déjà, 6 mois, un an, à condition de entraîné régulièrement, entendons-nous bien. Euh, c'est un bon début. Je conseillerais de commencer par une compétition peut-être de moyenne ampleur, petite moyenne ampleur, pas. euh, enfin, on peut commencer par une grosse, hein, mais je pense que ça fait beaucoup de choses à gérer à la fois, donc je conseillerais déjà de commencer par une petite échéance, hein, une petite compétition locale, euh,
de pas trop se prendre la tête avec tout ce qui est catégorie de poids et ce genre de choses. Essayer de bon, si vous avez un petit kilo à perdre, vous descendez dans la caté d'en dessous, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes entre deux catés, ne vous lancez pas dans un régime super compliqué. Enfin, je veux dire, vous allez déjà avoir énormément de facteurs à gérer. Le facteur stress, vous allez un peu vous découvrir en fait quand vous allez faire votre première compétition. Si vous n'êtes pas habitué à des situations de stress similaires, comme ça, vous allez déjà avoir à gérer le facteur stress, le facteur émotionnel, le fait de rester concentré, le fait d'être comme ça jeté dans l'arène face à un adversaire qui va y aller à 100%, parce que vous allez avoir tous les deux, vous allez être tous les deux chargés en adrénaline et donc les sensations vont normalement être très différentes de ce que vous ressentez à l'entraînement. Donc voilà, vous allez avoir déjà beaucoup de facteurs comme ça imprévus à gérer. Donc je vous conseillerais sur tout le reste d'essayer d'aller vers des choses où vous vous sentez à l'aise. Par exemple, on m'a demandé récemment, je veux faire telle compétition, il y a Guy et no Guy, moi je préfère le no Guy, mais est-ce que tu penses que je devrais quand même faire le Guy? Est-ce que tu penses que je devrais commencer par ça? Et j'ai répondu à cet élève-là, non, vas-y, si tu te sens bien en nogi, va faire du nogi, va là où tu te sens à l'aise, essaie de maximiser en fait tous les points qui pourraient te mettre en confiance. Tu vas déjà avoir suffisamment à affronter en faisant ta première compétition. Donc voilà, essaie de te simplifier la tâche sur tout ce que tu peux, rendre plus facile. Et voilà. Donc, et puis aussi, essaye de te faire plaisir et de pas trop te mettre la pression. Je sais pas si ça aide, mais c'est ce que je conseillerais à quelqu'un qui fait sa première compète. Qu'est-ce que tu conseilles en termes de prépa mentale pour la compétition? Alors, bah, je suis pas forcément le plus avisé pour te répondre. Moi, je pratique je suis suivi en préparation mentale, mais je suis pas préparateur mental, hein, donc je suis pas forcément très au fait des différentes méthodes et tout, etc. Je peux te faire un petit retour sur la façon dont ça se passe pour moi. Je sais qu'il y a des préparateurs mentaux qui donnent des exercices, style de la méditation, qui font des petits bilans, qui font des questionnaires à remplir, des choses comme ça. Donc une méthode bien précise. Moi, c'est pas ce qu'on fait avec mon préparateur mental. Pour tout te dire, ça ressemble plus à une sorte de discussion avec un pote, quoi, qui recentre en fait régulièrement la discussion autour de différentes problématiques qui se posent pour moi quand j'aborde la compétition. Donc, il me pose des questions en fait quand je fais face à une difficulté, quand quand j'ai essuyé par exemple un revers en compétition ou que je ressens des émotions qui me bloquent un petit peu pour, euh, pour progresser sans doute, pour aller vers des choses nouvelles, etc., ben on se pose un peu, on déconstruit un peu ça, on cherche à comprendre un petit peu ce qui se passe, pourquoi je réagis comme ça dans telle situation, qu'est-ce qui me pose problème, qu'est-ce que je pourrais faire pour approcher ce problème-là différemment. Voilà, donc ça ressemble à une discussion avec un pote qui va en fait régulièrement mettre le doigt sur des petites choses que lui considère comme étant des nœuds en fait, des choses qui m'empêchent de qui me limitent en tout cas, qui me freinent dans ma progression et dans ma réussite. Et donc on travaille autour de ça. Moi j'ai vraiment un retour très positif par rapport à ça. C'est vrai que ça sonne un petit peu abstrait là quand on en parle comme ça, mais vraiment factuellement, j'ai changé d'attitude à l'entraînement. Déjà ça a commencé par l'entraînement, le fait de dégrossir en fait certaines peurs, dégrossir. Par exemple, moi je suis professeur, tu vois, donc il y a, je pense, cette question qui s'est posée pour moi, qui se pose pour beaucoup de professeurs, c'est cette fameuse question de bon, qu'est-ce qui se passe si je perds devant mes élèves, tu vois, si à l'entraînement je me fais un peu dominer par un élève ou par quelqu'un d'autre ou quoi. Et forcément, ça fait un peu peur. T'as peur de perdre en crédibilité et tout, etc. Donc, le fait de poser ces questions-là, de mettre un peu ces éléments-là sur la table, de dédramatiser les choses et tout, ça aide beaucoup en fait. Moi, ça m'a permis de me décomplexer.
régulièrement me mettre en difficulté à l'entraînement, aller vers des gars qui peuvent potentiellement me battre, et je sais pourquoi je le fais, je suis très content de le faire, parce que je suis vraiment convaincu que c'est ce qui fait un bon entraînement, que c'est ce qui me fait progresser, et d'ailleurs j'en ai eu la, la démonstration flagrante, hein, au cours de la saison passée. J'ai énormément progressé sur ce terrain-là, je suis allé beaucoup plus vers des partenaires difficiles à l'entraînement, et j'ai énormément progressé, autour de moi, beaucoup de gens me l'ont dit. Donc voilà, pour te donner un petit aperçu de mon ressenti personnel par rapport à la prépa mentale, et comment ça se passe pour moi, si ça peut te, te, te convaincre d'en faire, si tu étais déjà intéressé par exemple. Voilà. Plutôt old school ou new school? Alors, attendez, je vais boire une petite gorgée de café. Plutôt old school ou new school? Comme ça, de but en blanc, je vais te faire une réponse de diplomate. Je vais te dire les deux. Bon, ce qui est sûr, c'est que je suis pas arrêté sur un style. Si on considère, déjà, c'est en évolution, je pense, hein. Ce qui était new school à une époque ne l'est plus vraiment. Bon, je pense qu'on considère toujours par exemple, des techniques comme le berimbolo comme new school, mais c'est quand même vachement moins, comment dire, ça s'est vachement démocratisé aujourd'hui. Énormément de compétiteurs de haut niveau connaissent au moins ce jeu-là, même s'ils le pratiquent pas. Donc voilà, il y a des choses qui évoluent. Moi, je me rappelle que je faisais beaucoup de spider guard. Enfin, j'aime toujours la spider guard, mais j'en faisais vraiment énormément quand j'étais en ceinture de la blanche à la violette, on va dire. Et je me rappelle quand j'étais allé chez Atos à San Diego, on m'avait dit que la façon dont je faisais la spider guard, c'était la façon un peu old school, qu'on avait en fait adapté un petit peu certaines techniques parce qu'on s'était aperçu qu'il y avait des contres et tout, etc., hein, le sport est en constante évolution, alors que à la salle où je m'entraînais, de l'endroit d'où je venais, faire de la spider, c'était considéré comme new school, tu vois. Donc déjà, selon l'endroit où tu t'entraînes, selon le voilà la philosophie de la salle où tu t'entraînes, il y a des choses qui sont considérées new school quelque part, qui vont être considérées old school, déjà old school ailleurs. Moi, je suis pour ce qui marche. Si une technique marche, si elle est efficace, et surtout si on a du plaisir à la faire, ça c'est quelque chose qu'il faut pas négliger. Si on aime un jeu en particulier, faut y aller. Surtout si on est dans le cadre du jiu-jitsu sportif, hein. Dans la self-défense, c'est un autre sujet, mais dans le contexte du jiu-jitsu sportif, bah, il faut se faire plaisir. Si une technique elle marche, elle marche. Je pense il y a pas tellement plus de questions à se poser. Euh, Ce sur quoi j'ai tendance à prendre un peu plus parti avec le temps, c'est aller au plus simple. J'ai en fait dernièrement, en ce moment, je fais beaucoup de nogi. J'aime beaucoup voilà, ça me coupe un peu, ça me change du kimono que j'ai énormément pratiqué, que j'ai pratiqué en majorité pendant des années. Donc le fait de faire du nogi, ça m'apporte un peu de fraîcheur, ça m'apporte un renouveau. Et donc je m'intéresse à des techniques que j'avais un peu mis de côté, comme la garde papillon, des choses qui sont considérées un peu old school, des passages en pression, etc. J'adore pratiquer. En fait, je me rends compte que c'est super intéressant. En fait, ce jeu-là, il est super intéressant parce que euh, il permet de rivaliser avec des adversaires qui sont plus athlétiques, par exemple. En allant au plus simple, avec une bonne stratégie, on peut développer un jeu qui est aussi efficace que le jeu de quelqu'un qui va avoir des capacités athlétiques bien plus développées que nous. Et ça, je trouve ça super intéressant. Je trouve aussi que c'est important ouais, j'en reviens toujours à la même chose, mais de privilégier l'efficacité. Si, c'est ce que j'avais dit à un élève, je me rappelle, qui était ceinture violette ou marron, et qui venait de faire un randori où il avait fait des gestes extrêmement techniques, des berimbolo dans tous les sens et tout, mais en fait, il faisait ces gestes techniques et puis il en revenait toujours au même point, de se retrouver face à la garde de son adversaire et d'avoir de nouveau à passer la garde, et sans être en mesure de stabiliser aucune position de contrôle et encore moins de finaliser. Et je lui avais dit, mais en fait, il y a plusieurs moments dans ton combat où, en fait, tu t'es retrouvé en 100 kilos et, je sais pas, t'aurais pris une kimura toute simple et tu l'aurais finalisé. Mais on aurait dit que t'avais surtout envie de jouer, de faire des gestes techniques, des gestes fun et tout, etc.
bon, je trouve que c'est un petit peu s'écarter du sujet, quoi. Si tu peux faire un passage simple, prendre ton 100 kilos et finaliser en juji, voilà, le taf est fait, tu vois ce que je veux dire, à la limite. Le coup d'après, bon bah tu vas essayer une nouvelle technique, tu vas essayer d'autres choses pour pas faire toujours la même chose, on est d'accord, mais pourquoi faire 15 berimbolo, 15 prises de dos, enfin faire des gestes hyper techniques, si quand tu les réussis, t'es pas capable de capitaliser sur la position de contrôle que tu as réussi à obtenir. Donc voilà, je me suis un petit peu éparpillé, mais pour résumer, je suis ni old school ni new school. J'aime ce qui marche dans le contexte du jiu-jitsu sportif, je rappelle, et je pense qu'il y a à apprendre dans voilà, dans toutes les mouvances, à partir du moment où ça vous correspond, que ça correspond aussi à votre gabarit, hein. Il y a des techniques qui sont pas forcément indiquées quand on fait 100 kilos. De la même façon, il y a des techniques qui fonctionnent moins bien, je pense, quand on est très léger. Donc voilà, sélectionnez ce qui vous plaît et ce qui est efficace pour vous, indifféremment de la, de l'école. En tant que ceinture blanche, j'ai l'impression que lors des combats, je perds toute notion de technique. Oui, je pense que tu n'es pas le seul. Je pense que c'est c'est un petit peu normal. Alors, qu'est-ce que je pourrais parce que c'est pas vraiment une question en fait, mais qu'est-ce que je pourrais te donner comme conseil par rapport à ça? Je pense que surtout quand tu tournes avec un plus gradé, qui te met pas forcément, qui va tourner de façon pédagogique, intelligente avec toi. Parce que quand tu tournes avec d'autres ceintures blanches, bon, on le sait, c'est souvent la guerre mondiale, la guerre atomique, et on réagit vachement à l'instinct, c'est difficile de placer les techniques et tout ça. C'est un petit peu normal. Mais si tu tournes avec un plus gradé, dont tu sens qu'il cherche pas forcément comment dire, à imposer sa supériorité avec ego sur toi, voilà, qui place ses techniques, mais qui tourne intelligemment et tout, etc. Profites-en pour essayer de te relâcher au maximum. Pas faire des, comment dire, pas te laisser faire, bien évidemment, mais déjà enlever toute la tension qui est assez caractéristique des ceintures blanches. On voit très crispé, tout en force et tout, etc. Encore plus si par exemple tu vois qu'il te passe la garde. Tu vois, l'erreur que je vois souvent chez les ceintures blanches, tu te fais passer la garde, c'est la panique, tu pousses dans tous les sens. En fait, tu vides complètement ta jauge d'énergie et ça aggrave les choses. Donc, essaye déjà de te conditionner mentalement à être moins crispé. Ça va relâcher ton mental aussi, ça va te permettre d'être un peu plus lucide. Et encore plus quand tu es dans des situations où tu es dominé, où j'ai envie de dire foutu pour foutu, tu gagnes plus à être relâché et à voilà, essayer de comprendre d'où vient le problème et de mettre en place des techniques. Ou même si t'es pas capable de ressortir la technique de façon scolaire, ce qui est d'ailleurs pas forcément toujours la meilleure chose à faire, tu te poses dans la situation et tu essaies de comprendre d'où vient le problème. Hein, tu vois, t'es par exemple en 100 kilos, hop, le mec, qu'est-ce qui se passe? Ah, il est collé à ma hanche, j'arrive plus à recréer de l'espace à ce niveau-là. Bon, ben, je vais essayer de me concentrer sur recréer un petit peu d'espace au niveau des hanches pour rentrer le genou, etc. Donc, voilà, se relâcher et essayer voilà, de se poser physiquement et mentalement. Déjà, ça va te permettre d'économiser ton énergie et de mieux identifier les problèmes. Alors, même si sur un plus gradé, tu vas souvent avoir un temps de retard, hein, c'est normal. Mais crois-moi, sur le long terme, ça va vraiment être prolifique. Maintenant, je peux aussi répondre. Bon, tu me poses la question en tant que ceinture blanche, hein, donc j'ai centré ma réponse sur ça. Mais je te dirais que je pense que t'es pas le seul à ressentir ça. Enfin, je veux dire, comment dire, ça, je l'ai déjà dit, mais que même chez les plus gradés, c'est quelque chose qu'on peut retrouver. En fait, je pense que c'est pratiquement toujours dû à une forme de stress. En fait, c'est à chaque fois que tu vas être stressé. En compétition, on voit des mecs très forts à la salle qui perdent tous leurs moyens en compétition et qui vont réagir vachement à l'instinct. Et je pense que le problème vient souvent de là. Euh, donc voilà, je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse te donner par rapport à ça. Comment faire pour rendre le JJB plus attractif au grand public? Euh, euh, Bon, déjà, je pense que le JJB, il faut qu'on se rende à l'évidence, les gars, ce sera jamais un sport comme le MMA ou comme le foot, ou voilà, un sport qui est vraiment apprécié de la part de non-pratiquants. Le JJB, c'est un sport extrêmement technique, c'est un sport de sensation pour moi, qui est pas spécialement visuel. Il y a des techniques qui sont visuelles, il y a des styles qui sont visuels, mais il y a aussi beaucoup de styles
qui visuellement sont pas du tout impressionnants et pourtant qui sont extrêmement efficaces. Donc, c'est pas un sport visuel, c'est un sport de connaisseurs, c'est un sport dont le modèle économique est construit sur les pratiquants, en fait. Ce qui fait vivre les fédés de JJB, même Flow Grappling et tout ça, c'est les pratiquants. Les gens qui regardent du JJB, 90%, je pense, au minimum, sont des pratiquants de JJB. Donc, c'est un sport voilà, qui a un intérêt à partir du moment où on le pratique. Après, il y a de nombreuses tentatives, hein, de nombreuses choses qui ont été faites pour le rendre plus spectaculaire. Des choses qui ont plus ou moins bien marché. Je pense que c'est en partie ce qui a donné lieu à ce nouvel essor du no-gi dernièrement avec l'ère Gordon Ryan et tout ça, parce que le no-gi permet d'avoir des combats un peu plus dynamiques, un peu plus actifs, où les positions sont moins figées, où on peut moins bloquer avec le kimono, avec de nouveaux rule sets où on favorise la soumission. Là en ce moment il y a un tournoi en région parisienne qui s'appelle Sakula Flow, qui avait lieu hier soir au moment où je tourne cette vidéo. Je regarde un petit peu ça sur Instagram et c'est vrai que le concept est très sympa où en fait il y a plusieurs combattants qui tournent sur 2 minutes 30. Voilà, un format très très court, on favorise la soumission. Il y a la Pro League organisée par la CFJB à laquelle j'ai participé en début de saison aussi, où voilà, on fait des formats comme ça où on essaie de favoriser le spectacle, on essaie de favoriser la soumission et je pense que bien sûr, ça aide, ça permet d'attiser la curiosité d'un autre public, mais je pense que ça a ses limites et que on restera un sport dont l'économie tourne autour des pratiquants. Donc voilà, on peut faire des petites choses comme les différentes choses que j'ai citées, je pense, mais on deviendra jamais un sport comme le MMA en termes d'audimat. Quels sont les aspects clés à travailler lors de l'entraînement pour les compétitions de JJB? Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut travailler à l'entraînement pour les compétitions? Quelque chose qu'on fait pas assez, c'est la stratégie. Alors déjà, par stratégie, j'entends déjà essayer de comprendre ce qui fonctionne bien pour nous et quelles armes on a dans notre arsenal qu'on peut utiliser face à différents types de combattants. Euh, Basiquement, ça se traduit par, ok, un tel, il a un jeu un peu comme ça. Je sais que si je vais sur ce terrain-là, il va m'avoir. Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas tomber dans ce piège-là? Dans quelle situation je peux le mettre pour lui rendre la tâche difficile et l'amener dans mon jeu? Donc ça, c'est des questions déjà qu'il faut apprendre à se poser à l'entraînement. Dans l'optique de la compétition, c'est très important de bien connaître les règles. Je pense qu'il y a énormément de gens qui se jettent un petit peu dans l'univers de la compétition sans bien connaître les règles et ça leur joue énormément de tours. Comprendre le système des avantages, comprendre ce que ça implique de tirer la garde, de se relever, etc. Comprendre dans quelle situation je peux me permettre de prendre un risque entre mesures, entre guillemets, ou d'attaquer parce que si jamais je me retrouve en dessous, ben, je prends pas de points. Par exemple, si j'attaque une soumission de plus de 100 kilos et que mon adversaire remonte, je peux y aller en fait. Je prends pas de risque à me jeter sur une clé de bras quand je suis en genou poitrine par exemple, parce que si mon adversaire remonte, bah, je vais me retrouver dans la garde et il prend pas de points. Euh, c'est pas la même chose si je suis en situation de passeur de garde et que je me jette sur le pied pour attaquer une clé de cheville, quand mon adversaire remonte et défend, il prend 2 points. C'est des erreurs que je vois très fréquemment en compétition, même chez des gradés. C'est des choses que je vois à l'entraînement encore plus. Alors, encore à l'entraînement, ça peut s'expliquer si on est comment dire, dans un esprit de j'essaye une nouvelle technique, voilà, je m'en fous un peu des points, j'ai juste envie de développer un peu mes capacités autour de cette technique. Encore, ça peut s'entendre, ça peut se justifier, mais en compétition, à moins que ce soit les 10 dernières secondes du combat et que tu te dis, bon, ben, foutu pour foutu, j'essaye la clé voilà, en désespoir pour essayer de gagner par soumission à la dernière minute, mais voilà, en début de combat, je peux pas sacrifier ma position au-dessus et risquer de prendre 2 points pour une clé de cheville hypothétique. Voilà, donc toutes ces notions de stratégie-là et de connaissance du règlement, c'est très important, je pense, pour le succès en compétition. On le voit à haut niveau, il y a voilà, les athlètes connaissent très bien les règles et c'est définitivement un atout.
Après, je reviendrai sur le travail à thème pour combler un petit peu des lacunes qu'on aurait pu observer en compétition. Si par exemple je me rends compte que parce que ce qui va se passer en compétition, c'est que vous allez comment dire, très certainement avoir affaire à un adversaire que vous ne connaissez pas, qui vous connaît pas, qui va vous rentrer dans l'art, qui ne connaît pas vos forces et vos faiblesses, donc qui va arriver décomplexé et qui va vous attaquer voilà, sans retenue. Et ça va en fait vraiment mettre en lumière les points faibles de votre jeu. Des choses qui ressortent pas forcément à l'entraînement, comme je disais tout à l'heure, avec des partenaires que vous connaissez, qui vous connaissent, et où en fait voilà, il y a une sorte de connivence, j'ai envie de dire, qui va se mettre plus ou moins inconsciemment en place, où on va pas aller sur ce terrain-là parce qu'on sait plus ou moins ce que ça donne et tout, etc. Et toutes ces cartes-là sont rebattues en fait dans un contexte de compétition. Donc, pour pouvoir simuler ça à l'entraînement, bah, en fait, il faut faire du travail à thème, se mettre dans des situations dans lesquelles on n'est pas à l'aise pour travailler ces compétences-là et les développer. Euh, En vue des prochaines compétitions, voilà, pour tirer en fait les leçons des lacunes qu'on a pu observer lors des précédentes compétitions, si on en a déjà fait. Alors, ensuite, comment tu t'entraînes? On te voit que donner des cours. Ouais, bah, c'est que, oui, je pense que c'est parce que tu viens souvent aux cours ceinture blanche, donc c'est vrai que quand je donne les cours débutants, les cours ceinture blanche, je me focalise sur la partie coaching. Bon, déjà parce qu'on est beaucoup à la MK Team, donc voilà, j'ai déjà beaucoup à faire avec comment dire, surveiller que les mecs ne se rentrent pas dedans quand ils combattent, essayer de coacher, essayer de donner des indications techniques, voilà, et essayer de faire mon rôle de coach au maximum. Alors, comment je m'entraîne? Là, c'est la fin de saison. Les compétitions enfin, ma saison de compétition est terminée. Je reprendrai à la rentrée au mois d'octobre, normalement avec les championnats d'Europe Nogi. Mais là, je fais une petite coupure de 3 4 mois. Donc, comme je suis pas en période de compétition, j'ai légèrement allégé mon planning d'entraînement et je travaille aussi des choses. J'essaie d'élargir en fait mon panel technique, d'essayer des nouvelles choses, d'être un peu plus aussi dans la découverte, la pratique, l'aspect expérimental, toutes ces choses que j'ai laissé de côté pendant la saison parce que j'étais très focus sur des objectifs. On se resserre, surtout quand on prépare des grosses échéances, on a tendance à se resserrer autour de ses forces, des choses qu'on connaît, de vraiment essayer de maximiser ces points-là. Et bon, au bout d'un moment, ça crée un peu un phénomène de saturation et ça fait énormément de bien de réouvrir un petit peu son esprit à des nouvelles choses. Voilà, cesser d'être toujours dans cet objectif de performance permanent. Et je pense que c'est vraiment essentiel aussi à la progression et paradoxalement à la performance. Donc là, en ce moment, comme je te dis, je m'entraîne un tout petit peu moins et j'essaie des nouvelles choses. Donc c'est légèrement variable, mais si je dois résumer, je m'entraîne, on va dire une fois et demie le lundi en kimono. Je donne un cours à 18 h, suivi d'un cours ceinture blanche et puis d'un cours avancé. Je tourne généralement sur le cours de 18 h et je retourne une petite heure à 20 h 30. Donc voilà, je fais un entraînement et demi, enfin pardon, un entraînement et demi à deux entraînements en fin de journée le lundi. Le mardi matin, j'ai ma prépa physique. Le mardi soir, dernièrement, donc je donnais mon cours de grappling et je faisais les combats du cours de grappling, mais là, je vais me mettre un petit peu à la lutte parce que je suis absolument nul à chier en lutte. Il faut absolument que je travaille ça, donc je vais profiter de l'été justement pour développer ces compétences-là. Donc je pense que le mardi soir, je vais faire de la lutte. Le mardi, c'est une grosse journée, je m'entraîne 2 grosses fois, je m'entraîne à midi, je m'entraîne le soir, et j'ai aussi des cours particuliers avec des élèves avec lesquels on s'entraîne vraiment, c'est pas juste de la technique, on fait du thème, on fait des combats, donc je m'entraîne 2 grosses fois personnellement, et tu peux rajouter 1 à 2 séances de thème technique, donc si on résume, je m'entraîne 3 fois le mercredi. Le jeudi, généralement, c'est un peu light. J'ai des cours aussi où je m'entraîne un petit peu, mais c'est assez léger. Je lève le pied et généralement, je fais une petite session physique, une petite séance de renfo muscu. Le vendredi matin, je fais une bonne heure de grappling non-stop que j'adore. Je m'éclate là, je fais une bonne heure de grappling. Parfois, je fais un petit peu de physique aussi l'après-midi.
Et le samedi, j'ai des cours partent généralement où je tourne un petit peu aussi. Et dimanche, repos. Voilà, ça c'est mon planning du moment pour les vacances. Après, bah, pendant la saison, hein, c'est deux entraînements. Là, la saison dernière, c'était deux, voire trois entraînements, mais en courant de saison, je me suis cantonné à deux parce que vraiment, j'étais épuisé, quoi. C'était vraiment des entraînements qui se traduisaient par de la souffrance, quoi. J'étais vraiment courbaturé de partout, vraiment épuisé, puis ça mine le mental au bout d'un moment aussi quand on sent qu'on est plus performant. C'est Dominique Bell quand j'étais chez Atos que j'entendais dire ça dans les vestiaires, qui disait il y a un moment donné en fait où quand tu t'entraînes énormément, faut savoir remarquer que quand c'est plus intéressant de prendre un ou deux jours de repos pour retrouver un peu de fraîcheur, retrouver un peu la confiance aussi, parce que quand tu t'entraînes en étant constamment fatigué, ça te mine l'air de rien quand même un peu le moral, puisque t'es jamais à 100%, donc tu tournes avec des adversaires qui sont souvent beaucoup plus frais que toi, surtout dans un club loisir où la plupart des gens s'entraînent 2 à 3 fois par semaine, et donc ça finit par, tu vois, taper sur ton moral aussi, donc je pense que je m'entraînerai plus comme je me suis entraîné la saison précédente où je pouvais aller jusqu'à 3 fois par jour. Je pense que 2 fois c'est bien et pas 2 fois à fond. Les gros jours peut-être 2 fois une séance intense et une séance physique par exemple ou une séance intense et une séance plus technique, plus à thème. Mais voilà, plus de 2 grosses séances par jour. Je pense que c'est vraiment trop, surtout sur la fin de semaine. Voilà, je tenais plus le rythme. Donc voilà, généralement, pendant la saison, je m'entraîne voilà, 2 fois par jour, mais une séance assez intense et une séance plus légère. Et je fais ça 5 jours de la semaine, donc en comprenant le physique, hein. Donc généralement, je pense que la saison prochaine, je vais me caser sur 8 séances JJB, 2 séances physiques, et je pense que ce sera bien pendant la saison, avec peut-être des petites semaines post-compète un peu plus légères pour reprendre un petit peu de force. Les liens JJB et self-défense. Bah, les liens JJB et self-défense, à l'origine, ils sont quand même très forts. Euh, les Gracie avaient la réputation, alors je sais pas dans quelle mesure c'est vrai, parce que il y a pas mal de légendes aussi qui tournent autour de ça. Déjà, le JJB, il était utilisé dans des formes de combat complets, dans les Vale Tudo, donc du, une forme de MMA, mais encore plus avec encore moins de règles. Donc, on est quand même proche d'un affrontement réel. Et le JJB se voulait répondre à ces problématiques-là. Donc, à l'origine, le JJB est fait pour être efficace en combat réel. Euh, et, euh, et donc, comment dire? Et donc on commence déjà à s'approcher d'une notion de self-défense. Il y a donc Elio Gracie comment dire, euh, a la réputation d'avoir pris part aussi à de nombreux combats de rue qui voilà et avoir en tout cas essayé au moins essayé d'utiliser le JJB dans ce contexte-là. Donc il y a à l'origine du JJB beaucoup de techniques qui ont été développées dans ce sens-là. Voilà, dans le Gracie Jiu-Jitsu, hein, le JJB originel, il y a vraiment tout un pan de techniques qui sont consacrées à l'utilisation dans un contexte de self-défense. D'ailleurs, bon, j'avoue que je m'intéresse pas plus que ça à cet aspect-là. Moi, je suis très dans le jiu-jitsu sportif, comme la plupart des gens, hein, je pense. Mais voilà, sur certaines vidéos que je vois passer de Rickson Gracie, etc., les Gracie notamment, voilà, continuent à défendre cet aspect-là du JJB, à être voilà, des fervents défenseurs du pan self-défense du JJB. Donc à l'origine, il y a vraiment des liens très forts entre le JJB et la self-défense qui ont eu tendance à se perdre avec l'évolution, la commercialisation aussi du sport au travers des compétitions. Euh, qui sont ouvertes aux amateurs et tout, etc. Donc voilà, c'est vachement plus orienté vers le jiu-jitsu sportif qui est, faut le dire, beaucoup plus vendeur, beaucoup plus fun. euh, et donc ça a vraiment tendance à se perdre aujourd'hui, mais voilà, à l'origine, c'était très lié.
Quel est le nombre d'entraînements par semaine pour bien progresser? Alors, petite gorgée de café. Alors, euh, bon, il s'agit déjà de déterminer un objectif. Si on est dans le contexte d'un entraînement loisir, et qu'on veut simplement voilà, progresser sans nécessairement faire de la compétition et tout, je pense que 2 à 3 séances par semaine, c'est très bien. 2 séances minimum, idéalement trois. Vous allez progresser régulièrement, pouvoir noter des améliorations et prendre plaisir à pratiquer comme ça. Je pense que c'est une bonne moyenne. 2 à 3 par semaine, c'est une bonne moyenne si l'objectif est de progresser pour une pratique loisir. Est-ce que c'est chaud? Un ceinture noire qui prend conseil auprès d'une ceinture blanche bleue. Non, pas du tout. Ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que contrairement à ce que certains ont voulu nous faire croire à une époque, une ceinture noire, ce n'est pas un demi-dieu. Une ceinture noire ne connaît pas tout le JJB, n'est pas expert dans tout le JJB. Et une ceinture blanche et a fortiori bleue peut être très performant dans un domaine de jeu. Je dis n'importe quoi. Euh, un ceinture blanche peut être très fort, un ceinture bleue ou blanche peut être très très fort sur les Kimura, par exemple, parce que bah voilà, il a commencé à travailler ça, il a de suite chopé le truc, il est très fort sur le Kimura, et un ceinture noire peut ne jamais utiliser les Kimura, et si bah, il se rend compte que ce ceinture blanche bleue, cette ceinture blanche bleue performante dans ce pan de jeu là, parce qu'il l'a énormément travaillé, bah, pourquoi pas lui demander conseil, moi, il faut vous rappeler, les gars, que les ceintures, ça a une signification. C'est un titre honorifique qui, pour moi, récompense une assiduité, un investissement dans le sport. Mais c'est pas, déjà, c'est pas un truc qui est figé dans le temps. Si vous êtes une ceinture noire, je sais plus qui c'est qui disait ça dernièrement, que une ceinture noire qui combat plus n'est plus une ceinture noire. Ben, c'est un peu vrai, quoi. Si vous pratiquez pas, si vous continuez pas à systématiquement vous mettre à jour des dernières techniques et tout, bah, vous allez être complètement dépassé, vous allez être complètement à la masse. Et un ceinture bleue très actif qui est vraiment à fond voilà, qui pratique vraiment intensément et qui est très au fait des dernières techniques et qui est vraiment en veille constante de tout ce qu'il peut apprendre, va vous dépasser, hein. Donc non, il n'y a absolument aucune honte pour une ceinture noire à demander conseil à une ceinture blanche ou bleue. Après, qu'on s'entende bien les gars, tout ceci doit se faire avec humilité de part et d'autre, hein. Autant euh, je pense qu'il est de notre devoir en tant que ceinture noire d'être humble et de voilà, reconnaître nos limites et savoir reconnaître les forces d'une ceinture blanche-bleue. Il revient aux ceintures blanche-bleue de rester humble aussi. Si vous êtes plus fort qu'une ceinture noire ou qu'un plus gradé dans un domaine de jeu, voilà, ne vous enflammez pas pour autant, la route est encore longue et, euh, et, euh, cette ceinture noire a sans doute déjà traversé beaucoup d'épreuves qui vous attendent, donc voilà, respect de part et d'autre, s'il vous plaît. Comment pourrait-on faire évoluer le JJB pour qu'il soit plus réaliste par rapport au coup sans le dénaturer? En fait, ça, pour moi, ça rejoint un petit peu la question qui concernait la self-défense. Je pense que pour comment tu dis, faire évoluer le JB, en fait, c'est plus qu'une évolution, ce serait plutôt un retour en arrière qu'il faudrait faire. Les Gracie avaient vraiment, le JJB à l'origine prenait vraiment en compte cette notion de frappe. Ça devait être un JJB qui était applicable en situation de combat total dans les vallées tout d'eau. D'ailleurs, on voit que il y avait des écoles, je crois, comme Carlson Gracie qui favorisaient énormément le travail au-dessus, le travail en passeur de garde, parce que bah, forcément, quand on est au-dessus, c'est quand même vachement plus avantageux quand il y a des frappes, quand les frappes rentrent en ligne de compte. Donc à l'origine, le JJB a été pensé comme ça. Et il s'est peu à peu dénaturé, justement, pour reprendre tes termes, en devenant plus sportif, en mettant de côté la notion de frappe et de self-défense pour se concentrer sur des techniques plus fun, plus sportives. Euh, euh, voilà. Donc simplement,
pour répondre à ta question, bah, il faudrait effectuer un retour aux sources ou s'intéresser en tout cas à des écoles qui continuent de prôner ça, comme les écoles des Grécies. Alors, peut-être pas tous les Grécies, hein, je suis pas forcément tous les Grécies. Enfin, je sais que chez Rickson, Krohn, je pense que c'est des écoles qui continuent à apprendre ça en ligne de compte. Je me rappelle, moi j'avais fait un stage avec Clark Grécy il y a très longtemps, hein, il y a 12 ans, 12 ou 13 ans, c'était vraiment au tout début que je faisais du JJB où il nous avait montré des techniques de self-défense, des techniques de la garde, où on devait prendre en compte les frappes de l'adversaire au-dessus, etc. Donc je sais que dans les méthodes Gracie, c'est des choses qui sont toujours prises en compte. Donc voilà, se rapprocher de la source. Raconte-nous l'histoire de la création du JJB. Ok, bon, je vais sortir ma moustache de Pierre Bellemare, prendre une petite gorgée de café. Bah, j'ai fait quelques petites révisions pour celle-là, hein. J'avais quand même lu rapidement les questions avant de commencer la vidéo pour éviter de me faire piéger. Donc j'ai un petit peu révisé, je connaissais l'histoire dans les grandes lignes et du coup bah, j'ai appris des choses parce que j'ai vu que l'histoire que je vais vous raconter et qui est celle qui est véhiculée depuis des années en fait a été un petit peu débunkée. Enfin il y a des zones d'ombre qui ont été un petit peu pointées du doigt, des choses qui ont sans doute été mystifiées. Mais bon, je vais quand même vous raconter dans les grandes lignes un petit peu cette histoire-là qui reste plus ou moins l'histoire de référence par rapport à la création du JJB. Donc tout commence dans les années 1900, le début des années 1900, quand Mitsuo Maeda, surnommé Condé Koma, fait une tournée. Donc c'est un pratiquant de judo et de lutte, de catch, de lutte, différentes formes de combat, de préhension, mais notamment le judo, fait une tournée aux États-Unis et au Brésil pour effectuer des combats et démontrer la supériorité de son art martial. Et donc il fait des combats aux États-Unis, au Brésil. Et lorsqu'il est au Brésil, en fait, on ne sait pas trop comment, pourquoi, mais il se fait aider par le père de Carlos Gracie. Donc le père de Carlos Gracie l'aide, lui rend service, et en échange, Maeda donne des cours de JJB à son fils, donc à Carlos, et commence à lui enseigner des techniques enfin des cours de JJB, des cours de judo, et commence à lui enseigner des techniques de judo, y compris des techniques de Newaza, des techniques de sol, voilà, les kimura, les kebra, les techniques qu'on utilise aujourd'hui. Et donc Carlos commence à pratiquer cet art-là, à faire des combats, à donner des cours. Et il a également un jeune frère, Elio Gressi, qui, selon la légende, aurait été dispensé de sport, aurait été interdit de pratiquer le JJB par son médecin parce qu'il aurait été trop frêle, trop chétif. Mais malgré tout, il assistait au cours de judo de Carlos et par un concours de circonstances, la légende veut qu'un jour il ait eu à donner le cours parce que Carlos n'était pas là et parce qu'il aurait observé les cours dispensés par son frère, il aurait été en mesure de donner ce cours-là, puis il aurait commencé à pratiquer comme ça et il aurait peu à peu adapté les techniques de judo et de newaza à son gabarit. Je sais plus combien il faisait, mais 1m60, 1m70 pour une soixantaine de kilos, quelque chose comme ça. Très léger, voilà. Et donc il aurait commencé à développer un style pour être efficace en dépit de son profil peu athlétique. Bon, ça a été un peu contesté par la suite. Ça fait partie des nombreux points sur lesquels on accuse un peu les Gracie d'avoir mystifié la chose, puisque en fait, il apparaît que Elio Gracie aurait en fait pratiqué la natation et aurait été en fait assez sportif dans sa jeunesse, et donc voilà, on n'est pas exactement sur le personnage frêle et fragile qu'on nous décrit. Et donc voilà. Donc suite à ça, Helio Gracie et la famille Gracie, voilà, on continue à populariser en fait ces techniques issues du judo, hein. Ils avouent d'ailleurs eux-mêmes que Helio Gracie avoue d'ailleurs lui-même qu'il n'a pas inventé les techniques qu'il utilisait. Ils ont simplement favorisé certaines règles et notamment favorisé les règles qui permettent de continuer le combat au sol. Euh, et euh, Notamment, ils ont changé un petit peu de point de vue, de perception par rapport à certaines positions, notamment la position de la garde, où dans les règles traditionnelles du judo, on avait tendance
à considérer qu'un adversaire qui était en dessous dans la garde était dominé, et donc Elio Gracie et les Gracie ont remis en cause cette vision des choses et ont commencé à estimer qu'en fait, dans une situation de garde, et c'est ce qu'on voit hein, dans le jiu-jitsu actuel, le combattant qui combattait dans la garde était en fait autant en mesure de finaliser, de mettre fin au combat que l'adversaire qui était au-dessus. Et donc voilà, c'est notamment au niveau des règles et voilà de l'approfondissement de certaines positions et du temps passé dans les positions, du point de vue qu'on a adopté par rapport à ces positions, qu'il y a eu des modifications. Pour le reste, les techniques du JJB utilisaient déjà, existaient déjà euh, dans leur grande majorité dans le judo en fait et dans les techniques de Newaza et du jiu-jitsu traditionnel. Voilà, simplement, on les a agencés différemment, on a favorisé certaines phases de travail et voilà, on a vraiment développé le travail de la garde et tout, etc. Les Gracie ont fait ce travail-là et donc ont en fait créé un nouveau mouvement issu du judo qui est devenu le mouvement du JJB actuel. Voilà. Donc comme je disais au début, voilà, il y a pas mal de choses qui ont été un petit peu démenties, un petit peu contestées par rapport à cette histoire-là. Il y a parce que bon, les ont fait de nombreux combats hein, pour populariser le JB. Il y a eu Royce, Rickson Gracie déjà en premier qui faisait des combats au Pride. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille le documentaire culte Choke, étranglement en anglais, que vous allez trouver facilement sur YouTube, qui retrace un petit peu le chemin de Rickson Gracie avant et pendant un tournoi du Pride, et qui est passionnant, hein, vraiment c'est excellent. Et où on voit voilà comment il utilise son JJB dans un tournoi de MMA pour s'imposer. Il y a Royce qui a énormément contribué à populariser le sport en prenant part aux premiers UFC et en les remportant face à des pratiquants d'autres disciplines. Donc c'est ça qui a donné cette image du JJB comme art martial un peu ultime, hein, ça a été un petit peu remis en question depuis. C'était surtout dû au fait qu'ils utilisaient des techniques qui n'étaient pas connues des autres combattants. Ils arrivaient à amener à des combattants de boxe ou d'autres arts martiaux au sol et à les mettre dans des situations dans lesquelles ils étaient totalement impuissants. Donc voilà, ça a vraiment été une révolution à ce niveau-là. Et donc voilà, et donc de nombreux combats effectués par les Gracie, dont certains, voilà, il y a certains dont l'issue aurait été un petit peu enjolivée. Donc je parle pas là de l'histoire de Royce Hendrickson, hein, ça on a des vidéos, des choses qui en attestent, mais avant ça, Helio et d'autres Gracie ont beaucoup combattu au Brésil dans des sortes dans des tournois, voire même dans la rue, et il y a voilà, il y a des légendes un petit peu qui ont été véhiculées, qui ont été raconter autour de ça. Il y a pas mal de points qui ont été mis en question, mais dans les grandes lignes, on est sur cette histoire-là. Comment surmonter sa première défaite? Bah, c'est comme quand tu tombes à cheval, poteau, faut que tu te remettes en selle très rapidement. Je pense qu'il faut vraiment ouais, désacraliser ça, quoi. Une défaite, tu sais, quand tu t'engages dans un tournoi de JJB, si vous êtes 30 dans ta catégorie, ce qu'il faut que tu te dises, c'est qu'il y en a qu'un seul qui ne connaîtra pas la défaite. Et les 29 autres vont perdre à un moment ou à un autre. Donc, il est beaucoup plus fréquent de perdre. Il y a beaucoup plus de chances de perdre que de gagner. Donc la défaite, voilà, c'est juste une étape sur le parcours, c'est une occasion d'apprendre. Si je reprends un petit peu l'esprit de cette citation qu'on utilise pas mal dans le JJB, en JJB, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc voilà, la défaite, ça fait partie du cursus, même après 10 ans, 20 ans de JJB, en t'entraînant comme un fou, tu continueras à, tu continueras à perdre, hein. Donc voilà, faut désacraliser ça, c'est pas grave, ça ne fait pas de toi un perdant, il faut l'apprendre avec humilité et surtout essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, d'en tirer les enseignements pour voilà, en faire une occasion d'apprendre et pas s'identifier à cette défaite-là. Ça nous arrive à tous et il y a aucun problème avec ça. Est-ce que tu ressens parfois une certaine lassitude du JJB? Je pense que cela touche plus les loisirs que il n'y a pas de, pas de suite à la question. J'imagine que les compétiteurs. Hmm.
Alors déjà, non, je suis pas d'accord. Je pense que ça touche tout le monde, hein, quand on pratique de façon assidue. On a forcément des hauts et des bas, hein, dans sa pratique. Moi, en ce moment, depuis j'ai 1 à 2 ans, enfin même là, vraiment en ce moment, j'ai un relan de passion pour pour le JJB. Je suis vraiment en mode geek comme à mes débuts. Je regarde plein de vidéos techniques et tout. Vraiment, je me régale mais parce que aussi justement, j'ai appris à réajouter, comment dire, réintroduire de la nouveauté dans ma pratique. Comme je vous disais, en ce moment, je fais beaucoup de nogi alors que c'est quelque chose que je faisais très peu avant. Donc voilà, beaucoup de diversité, de nouveautés dans ma pratique pour bah, pas me lasser parce que bah, je passe souvent mes journées entières sur le tatami, hein. Moi, c'est mon métier, donc voilà, je suis plus souvent sur un tatami qu'ailleurs. Et donc, c'est très important d'apporter de la nouveauté, d'essayer des nouvelles choses pour pas s'ennuyer. Donc ça, c'est un conseil que je donnerais à ceux qui peuvent traverser ces phases-là, à un petit peu se décrisper, voilà, si vous êtes, c'est peut-être sans doute que vous faites un peu toujours la même chose, que vous avez l'impression d'être dans un cercle vicieux et tout, bah, essayez de varier un petit peu votre pratique, de faire peut-être un peu d'autres sports aussi à côté, des sports complémentaires, pourquoi pas de la lutte, du judo, de la préparation physique ou autre chose, et même dans votre pratique de diversifier, d'essayer d'autres techniques, de tourner différemment, de faire plus de thèmes, voilà, il y a plein de façons de diversifier sa pratique. Donc la lassitude, je pense qu'on y est tous sujets, et puis voilà, il faut juste essayer de mettre en place des stratégies pour se relancer et retrouver le plaisir de la pratique. Alors ensuite, que penses-tu du BJJ d'Adam Warzinski? Bah, j'en pense beaucoup de bien, hein. Bah, Adam, il a remis au jour un jeu un petit peu considéré old school, hein, avec cette garde papillon qu'il a, qui s'est vraiment approprié et qu'il utilise avec énormément de succès au plus haut niveau. Donc c'est pas un jeu que je pratique personnellement, mais j'adore, quoi. Je suis vraiment fan de ce qu'il a fait, de la démarche en fait, et voilà, de sa capacité en fait à n'avoir rien à foutre des mouvances actuelles et de voilà, et rester sur sa ligne. D'ailleurs, c'est vraiment ce qui ressort d'une interview de lui que j'avais entendu sur un podcast de BJ Fanatic, je crois, où il répondait souvent aux questions par cette phrase. I just stick to my routine. C'est-à-dire, je me cantonne à ma routine. Voilà, je reste. Voilà, il me donne l'impression de quelqu'un de très constant. Voilà, capable de supporter une répétition et de vraiment rester sur sa ligne de conduite et s'y tenir. Je suis vraiment admiratif de ça. Je trouve en plus que je sais plus qui disait ça, si c'est pas Braulio Estima ou enfin un grand nombre du JV qui disait, ben, Adam il vient de gagner le mondial là, à 33 ans en adulte je pense qu'il va encore donc c'est pas moi qui parle là, hein, c'est Brolio ou le grand nom du JJB qui disait ça d'Adam. Il disait je pense qu'il va continuer à performer encore longtemps pendant sa trentaine parce que en fait il a un JJB qui repose pas sur des capacités athlétiques formidables. Il a voilà, ça repose sur un jeu de position, un jeu qui nécessite pas une grande rapidité, mais voilà, qui est simplement bien construit, un jeu de position qui permet d'être efficace, euh, comment dire, sans avoir des capacités athlétiques incroyables. Nuance par rapport à ses propos, parce que moi je connais des gens qui ont affronté Adam, en l'occurrence Samuel Monin. Il y a Alexandre Campos aussi qui l'a affronté. Je me demande si je connais même pas encore d'autres personnes qui l'ont affronté dans mon entourage et qui attestent tous d'un grip de l'espace. Le mec a une force dans les saisies qui est absolument incroyable et des hanches de plomb, des hanches très 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 lourdes qui donnent vraiment l'impression voilà, vous avez un camion citerne qui vous passe sur la gueule quand vous essayez de travailler en garde sur lui. Donc ouais, très très admiratif et ouais, j'aime beaucoup le JJB d'Adam, de son JJB, de son parcours et j'aime beaucoup ce que je vois du personnage. Love you Scooby-Doo. Bon, petit message de ma copine. Bisous bisous. Pourquoi continuer à faire de la compétition sans réussir à faire de vrais podiums? Vraie utilité, surcoté. Ben, en fait, alors déjà, je sais pas ce que tu entends par vrai podium. Est-ce que par vrai podium, t'entends médaille en chocolat? C'est-à-dire
Pour ceux qui connaissent pas ce phénomène, hein, c'est assez répandu en JJB, comme on a souvent des catégories où il y a que trois ou quatre, par exemple, participants dans la catégorie, bah, ça fait que même si vous perdez au premier tour, vous allez faire troisième, quoi. Donc, effectivement, là, moi, en ce qui me concerne, je considère même pas que c'est un podium. Je trouve ça assez ridicule d'ailleurs de partager ces résultats sur les réseaux sociaux, hein, petite pique personnelle, hein, c'est quelque chose que je ne fais pas quand je fais. Récemment, ça m'est arrivé à l'Open de Paris là, il y a quelques mois où j'ai fait troisième sur trois. Enfin, on était plus que ça, mais moi j'étais directement en demi-finale et j'ai perdu mon premier combat, donc j'étais sur le podium, mais voilà, pour moi j'ai perdu, j'ai pas fait de podium quoi. C'est voilà, ça pour moi c'est hors sujet. Après, je sais pas ce que tu appelles vrai podium. Si tu considères que pas faire un vrai podium, c'est ne pas faire de podium sur un tournoi majeur, là c'est différent. Si tu fais une petite compète où tu as gagné ne serait-ce qu'un combat et où tu fais une place de 3, bah, c'est déjà très bien. Tu as réussi à mettre en place ton jujitsu en compétition parce que la compétition c'est vraiment un autre challenge hein, par rapport à l'entraînement. Il y a tout un tas d'autres paramètres, d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, la gestion du stress, la gestion des émotions, être capable de restituer ses habilités techniques dans un contexte comme ça, c'est un vrai défi. C'est d'ailleurs pour ça hein, qu'on voit des gens très performants à l'entraînement qui n'arrivent pas à transférer ça en compétition. Donc si tu as réussi à le faire déjà à petite échelle, ne serait-ce que sur un combat, bah, c'est déjà une vraie victoire. Même si tu gagnes pas, même si c'est pas les championnats d'Europe ou les championnats du monde, en plus de ça, bah, il faut aussi voir un petit peu plus loin que ça. Enfin, je veux dire, pourquoi tu fais de la compétition? Est-ce que c'est pour te mettre au défi? Est-ce que c'est pour te fixer un objectif à court moyen terme qui va te booster dans tes entraînements et te forcer un petit peu à te recentrer à restructurer un petit peu ta pratique. Donc tout ça, tout ce que je viens d'énumérer, c'est un petit peu pour moi les points positifs de la compétition. Et ça va demeurer même si tu performes pas en compétition. Il y a toujours énormément de bienfaits au fait de se confronter voilà, à la compétition. Donc, de toute façon, tu n'es pas perdant pour moi, même si tu n'arrives pas à performer en compétition. Après, je comprends et je suis bien placé pour le savoir, pour l'avoir vécu et continuer de le vivre encore régulièrement. C'est vrai que essuyer voilà, des revers à répétition, c'est un peu minant psychologiquement, donc faut pas hésiter à faire des pauses au bout d'un moment. Quand on se fixe voilà, des challenges, des défis, on peut aussi éprouver une certaine fatigue mentale, émotionnelle et tout, etc. C'est vrai que perdre et tout à répétition, c'est pas agréable et ça peut décourager. Donc voilà, faut pas s'acharner non plus. Voilà, savoir faire des pauses. Et puis on n'est pas obligé de faire de la compétition si on a juste envie de faire de pratiquer en loisir. Hein, c'est très bien aussi. Mais voilà, c'est pas pour autant que on peut pas tirer des bénéfices de la compétition. Et voilà. Donc euh, pourquoi continuer la compétition même si on fait pas de vrai podium, à condition qu'on ne parle pas des médailles en chocolat, bah voilà, tout ce que je viens de te citer, je pense que c'est de bonnes raisons de continuer quand même à se confronter à l'exercice de la compétition régulièrement. Un sport en particulier en complément du JB où tout est bon tant qu'on y trouve du sens. Euh, alors, si je te fais une réponse vraiment démago, tout est bon tant qu'on y trouve du sens, oui, dans la mesure où peut-être que pour toi, pratiquer le ping-pong, ça va te faire du bien, et le fait que tu sois bien mentalement, ça va peut-être t'aider aussi à pratiquer en JB. Tu vois, on peut faire des liens comme ça. Mais bon, si on reste vraiment un peu plus centré autour de la pratique, les sports en complément du JB, bah, la préparation physique déjà parce que ça va te mettre à l'abri des blessures et ça va te moi personnellement en tout cas je ressens une vraie plus-value physique et mentale parce que ça te force à aller un petit peu dans le dur. C'est vrai que dans le JJB surtout si tu as un style assez technique tu vas avoir tendance à peut-être à des fois à contourner certaines difficultés physiques et tout ça et voilà à contourner certaines difficultés physiques et c'est une chose que tu pourras pas faire en faisant de la prépa physique. Donc je pense que ça va te faire progresser sur ce terrain-là. Ça va aussi t'obliger à être dans le dur
mentalement et physiquement. Donc voilà, c'est beaucoup de bienfaits pour moi la préparation physique. Et en plus, vraiment, moi, je me sens vraiment plus protégé par rapport aux blessures depuis que je fais vraiment sérieusement de la préparation physique. Je pense que passé 30 ans, si on a un compétiteur régulier, voire de haut niveau, c'est indispensable. Et donc voilà, prépa physique. Après, il y a plein de choses, je pense qui peuvent être intéressants. Bah, au club, nous, on a un des professeurs, Florian Kolb, qui pratique la mobilité. Alors, je crois qu'il en fait un peu moins maintenant, mais voilà, il l'a enseigné, il a beaucoup pratiqué à une époque. Et force est de constater que c'est une grande force dans son jeu, quoi. Il a un jeu très souple, très fluide, très mobile, et je pense que c'est un vrai atout. Donc voilà, des sports comme ça, la mobilité. Il y a un Norvégien ou un Suédois, je sais plus de quelle nationalité il est, qui faisait beaucoup parler de lui à une époque, qui tient la page Yoga for BJJ. Il s'appelle Sébastien Broche. Et à l'époque, il était vraiment très très fort. Il avait gagné KT absolute en ceinture violette au mondial. Et voilà, c'est un gars qui fait du yoga. Donc voilà, je pense qu'il y a des sports comme ça qui peuvent apporter un plus. Je pense quand même que le plus important, c'est quand même la pratique du JJB. Les autres sports peuvent aussi permettre pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, de s'aérer un peu l'esprit, de diversifier un petit peu sa pratique. Et ça, c'est toujours bon sur le plan mental, psychologique. La prépa physique pour les blessures et se renforcer mentalement et physiquement. Et j'allais dire un truc, oui, les disciplines connexes, comme la lutte, le judo, parce que c'est vrai qu'on a tendance à mettre un petit peu de côté le debout, par exemple, en JJB, donc ça peut être un vrai plus. Voilà, c'est ce que je citerai comme sport complémentaire. Quelle est la question que tu te poses la plus souvent depuis que tu es ceinture noire? Euh, Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Quelle est la question que tu te posais le plus souvent quand tu étais ceinture de couleur? Euh, Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Non, en ceinture de couleur. Bon, en ceinture noire, j'ai pas. Blague à part, j'ai pas de questions comme ça phares qui reviendraient régulièrement, si ce n'est comment être champion du monde, quoi, comment gagner toutes les compètes. Et je devais déjà me la poser quand j'étais ceinture de couleur. Euh, non, j'ai pas de questions comme ça récurrentes. En tout cas, ça me vient pas. La place du BJJ dans le cheminement de ton développement personnel. Ah bah elle est centrale, elle est centrale. Bon, moi je suis quelqu'un qui a fait le choix de vivre du JJB, de vraiment structurer ma vie autour du JJB. Depuis que j'ai commencé il y a 13 ans, j'ai eu un coup de cœur pour cette discipline et j'ai décidé d'en faire ma vie. Moi je vois ça vraiment comme un mode de vie, hein, un lifestyle. Et je vois ça vraiment comment dire, j'approche ça sous un angle philosophique, c'est-à-dire que pour moi c'est une métaphore de la vie, que tous les problèmes que je rencontre dans la vie, bah, je les compare au JJB, et le JJB vraiment me structure en tant qu'être humain, et voilà, j'ai fait ce choix-là, c'est presque un choix philosophique, ascétique, de construire ma vie autour de ce sport, hein. Je suis vraiment un pur passionné. Ça passe au-delà de presque tout le reste, hein. Bien sûr, j'ai besoin d'argent pour vivre, mais comme je répète souvent, il y a beaucoup de gens qui ont jamais compris ça. Je préfère gagner ce que je gagne en faisant du JB, c'est-à-dire pas énormément, hein. Je suis heureux, je paye mes factures et je suis sur un tatami toute la journée et ça me va amplement. Et je n'échangerai cette vie pour rien au monde, et certainement pas pour un salaire de 10 000 € par mois en faisant un taf qui me fait chier. Donc voilà, moi c'est vraiment, j'ai construit ma vie autour du JB, de cette passion-là, et c'est ça qui structure ma vie sur, voilà, sur tous les plans, même si, attention, hein, j'essaye quand même de trouver un certain équilibre, voilà, trouver un équilibre avec ma vie de couple, gagner quand même un petit peu d'argent pour pouvoir vivre, etc. Mais voilà, moi, la place, elle est centrale pour répondre à ta question. Un conseil pour ceux qui se demandent tous les jours s'ils ne devraient pas arrêter le BJJ. Euh, bah, la question c'est pourquoi tu te poses cette question? Est-ce que c'est parce que tu ne te sens pas légitime? Si c'est parce que tu te sens pas légitime, bah, dis-toi qu'il n'y a pas de,
il y a aucune raison de d'arrêter le JB parce que tu considérerais ne pas avoir le niveau ou quoi que ce soit. Déjà, faut remettre les choses en perspective. Euh, Comme je disais tout à l'heure, les grades en JJB, voilà, c'est des titres un petit peu honorifiques, mais qui ont pas une valeur absolue. Tu peux être un ceinture violette qui t'entraîne 2 à 3 fois par semaine régulièrement depuis des années, et donc pour ton investissement, ta régularité, on va te remettre une ceinture violette qui est amplement méritée. Et tu vas peut-être avoir des difficultés quand tu vas tourner avec une ceinture bleue compétiteur qui s'entraîne 5 à 6 fois par semaine, qui fait de la prépa physique et tout, etc. Bah, ça veut pas pour autant dire que t'es pas légitime et que t'as pas parfaitement ta place sur le tatami. D'ailleurs, tu vas pouvoir apporter autre chose, tu vas peut-être être un peu plus dans le partage, et voilà, tu vas être un partenaire d'entraînement agréable et qui va permettre aux autres de progresser sur différents points. Euh, voilà, chacun a quelque chose à apporter sur le tatami. Donc voilà, si c'est une question de légitimité, que tu as l'impression de pas avoir un bon niveau et tout, etc., bah, excite complètement ces problématiques-là. Il y a vraiment aucune raison de te poser ces questions-là. Après, si c'est parce que tu n'en as plus envie, bah, à ce moment-là, j'ai envie de te dire, frérot, te force pas. Ou alors, si c'est parce que tu te sens frustré, que tu as l'impression de tourner en rond, bah, je te renvoie à une réponse que j'ai déjà donnée un petit peu avant, où essaye de diversifier ta pratique, voilà, d'approcher les choses un peu différemment, de retrouver un petit peu de plaisir en t'ouvrant à d'autres choses et en arrêtant de te mettre la pression. Ensuite, doit-on se contenter uniquement des techniques du prof pour progresser? Hmm. Certainement pas. Certainement pas. Moi, je conseille à tous mes élèves, enfin, je l'ai peut-être pas fait jusqu'à présent, mais là, je le dis, je conseille à tous mes élèves, non, euh, puisez les techniques partout. Enfin, je veux dire, intéressez-vous à tout ce que vous pouvez entendre en termes de techniques, comparez les techniques, essayez plein de choses, euh, et comment dire, diversifier vos sources d'apprentissage, c'est voilà, c'est une source d'enrichissement. Alors, méfiez-vous quand même à pas trop vous disperser. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Internet et tout, il y a énormément de sources d'apprentissage et ça devient des fois problématique parce qu'on commence un truc d'un côté, puis on va s'intéresser un peu à autre chose et tout. Et c'est vrai que des fois, on a besoin de se recentrer un peu, restructurer un petit peu son apprentissage pour pas s'éparpiller et pour quand même avoir un apprentissage voilà, un petit peu plus cadré. Mais en tout cas, voilà, aucun prof n'a parole d'évangile. Euh, En plus de ça, le prof, lui, il a fait des choix, il a un profil particulier, il a un gabarit qui est peut-être pas le même que le vôtre et tout, etc. Donc il va vous apporter ses réponses, il va vous donner une version des faits, mais il y aura des choses à prendre, il y aura des choses à laisser. Moi, je le dis d'ailleurs quand je montre des techniques, les gars. D'ailleurs, je montre des techniques des fois que moi, j'utilise pas forcément en combat. Je sais les démontrer, je comprends un petit peu les tenants, les aboutissants, mais je les montre parce que je me dis, bon, même si moi, c'est pas trop mon approche, je pense qu'il y a des gens à qui ça peut convenir et que ça peut aider, donc je les montre à cette fin-là. Mais, euh, mais voilà, un prof, il a aussi sa personnalité en tant que combattant et elle est différente de la vôtre. Donc, il faut diversifier les sources d'apprentissage. D'ailleurs, quel que soit votre prof, ça m'étonnerait qu'il vive dans une grotte et que lui-même il aille pas chercher du côté de ce qui se fait sur Internet, hein. Aujourd'hui, on est tous influencés par ça, et puis je pense que ça a largement contribué à l'évolution du sport dans son ensemble et à la mise à niveau, par exemple, des écoles européennes par rapport à ce qui se fait aux États-Unis, au Brésil et tout, parce qu'aujourd'hui, bah, comme on voit les compétitions des grandes stars, tout le monde a un site en ligne, tout le monde a à des vidéos sur YouTube et des instructionales en vente, ben voilà, ça nous permet à nous qui n'avons pas encore réussi à sortir des champions euh, à leur mesure en Europe, ou très peu, enfin, à l'exception peut-être de Adam Barzinski, Espel Mathiesen, enfin des gars comme ça, mais on est quand même très largement en retard par rapport aux États-Unis, au Brésil. Ben, ça nous permet voilà de bénéficier quand même de l'enseignement de ces gens-là, et donc ouais, il faut clairement, hein. Simplement, voilà, gardez l'esprit ouvert, essayez de pas trop vous disperser et n'oubliez pas que quand même l'avantage d'un prof en physique, c'est qu'il va pouvoir, vous allez pouvoir interagir avec lui, il va pouvoir
vous faire sentir des choses qui sont pas forcément évidentes visuellement, parce que sur une vidéo, certes, le gars qui démontre une technique, il va vous donner des indications, il va vous démontrer la technique visuellement, mais il va peut-être pas réussir à, déjà, il va pas pouvoir vous corriger, il va pas pouvoir, voilà, vous faire sentir la technique en l'appliquant sur vous et tout, etc. Donc il y a quand même une plus-value à un entraînement avec un prof physique, mais pour le reste, intéressez-vous au maximum, soyez curieux et voilà, et écoutez votre prof, donnez une chance aux techniques qui vous montrent et tout, mais voilà, si vous avez d'autres choses à travailler à côté, bah allez-y, allez-y à fond les gars, il n'y a aucun souci avec ça. Tu penses quoi des straps et des gens qui se strappent? Utile, surcoté? Je te renverrai à un truc que j'avais entendu Keenan Cornelius dire il y a des années. Lui, il regrettait d'utiliser du strap, enfin l'utilisation du strap qu'on voit très souvent, les mecs qui ont tous les doigts strappés. Il dit j'ai commencé à faire ça et en fait c'est ce qui a fragilisé mes doigts parce que c'est un peu le même principe que les ceintures lombaires. En faisant ça, bah, tu habitues tes doigts à être constamment soutenus, donc ils se démusclent et en fait ils se fragilisent et donc c'est contre-productif. Donc l'utilisation du strap, si à la limite t'as une petite entorse au doigt, strapper deux doigts ensemble pour protéger le doigt blessé, ça peut avoir un intérêt. En ce qui me concerne, moi ça fait, bon j'ai les doigts hein, abîmés, hein, mais j'ai jamais mis de strap sur une base régulière et bah voilà, bon là je laisse un petit peu reposer mes doigts en ce moment en faisant plus de nogi, mais et ça me fait du bien, mais autrement voilà, je tourne depuis des années tous les jours sans strap et je m'en sors pas plus mal. Alors après peut-être qu'il y a des gens qui ont des doigts plus fragiles ou qui ont de l'arthrose ou quoi. Pour ces gens-là, ça a peut-être un intérêt. En tout cas, si t'as pas de problème de doigts, je te conseille de pas en utiliser. Je pense pas qu'il y ait de plus-value, bien au contraire. Selon toi, pourquoi le JJB est si chronophage? Bah, parce que c'est passionnant, tout simplement. Ton avis sur l'hypnose dans la préparation à une compétition? Ah, j'ai un vrai retour d'expérience à faire sur cette question. Euh, L'hypnose, moi j'ai fait un essai, c'était avant les championnats de France de l'année dernière, donc pas ceux là qui ont eu lieu il y a quelques semaines, ceux de 2023. J'avais fait une séance d'hypnose sur les conseils d'un ami qui m'a dit ouais j'ai essayé et tout, vraiment c'est sympa. Puis en plus moi j'aime bien ces sujets-là, voilà ça m'intéresse, je trouve ça cool. Je reste assez prudent, souvent voilà je me méfie quand même voilà, il y a certains charlatans, je pense qu'on peut rencontrer dans ces sphères-là. Mais je pense qu'il y a des gens, je pense qu'il y a des gens intéressants à écouter. Donc moi j'ai fait donc une séance d'hypnose avant les championnats de France de l'année dernière, de 2023, et j'ai eu vraiment une expérience très positive. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi je pense vraiment que l'hypnose, comment dire, tu as une vraie responsabilité quant à la réussite ou à l'échec de la séance. Je pense que moi j'y suis allé vraiment avec l'envie que ça marche, quoi. Je me suis dit, je m'étais intéressé déjà à ce truc-là et j'avais longtemps été sceptique. Et tous les praticiens en hypnose le disent, c'est impossible d'hypnotiser quelqu'un qui est pas volontaire, qui a pas envie en fait. Donc je me suis dit, si j'y vais, déjà que la séance vaut une burne, ça me motive hein, à être ouvert d'esprit, ben, je vais vraiment y aller très enthousiaste, avec voilà, vraiment l'envie que ça marche, je m'ouvre, j'ouvre mon esprit au maximum à l'expérience et j'essaie de voir, voilà, de vivre le truc à fond. Et j'ai vraiment vécu une expérience excellente. Vraiment, je me suis régalé. Je me rappelle même, je me suis marré au milieu du truc et tout. J'étais dans un état second et c'était très agréable. Déjà, c'était très très agréable. On a fait un petit, on a eu une petite discussion avant la séance. Si je ne me trompe pas, je crois qu'on appelle ça l'anamnèse. C'est un terme médical qu'on utilise aussi en hypnose qui permet, grosso modo, de poser un peu le diagnostic ou ouais, de faire un état des lieux en fait du patient ou du client pour savoir un petit peu quelles sont ses attentes et quels sont ses problèmes entre guillemets et pour préparer la séance. Et donc suite à ça, en fait, donc moi mes problématiques, donc c'était la compétition, je voulais dépasser certaines peurs, changer un peu d'état d'esprit par rapport à certaines choses que je ressentais dans l'air d'échauffement, par exemple, etc. Et donc on a bossé autour de ça et j'ai vraiment eu donc déjà une expérience très agréable et assez intense, hein, vraiment. Je me rappelle, vraiment je planais quoi.
J'ai eu vraiment le sentiment que, au moins sur le court terme, sur quelques semaines, il y a eu une vraie plus-value. Même pendant ma compétition, j'ai eu le sentiment, toujours parce que vraiment, tu vois, je pense qu'il y a une part vraiment d'auto-persuasion. J'ai eu vraiment le sentiment que ça a eu un effet positif sur ma performance et sur la façon dont j'ai abordé la compétition. Donc mon avis est très positif. Par contre, voilà, je préviens, je pense qu'il faut vraiment y aller dans un état d'esprit très ouvert, très positif, très volontaire, si on veut avoir des effets sur sa performance. Parce que si on y va, voilà, dans un état d'esprit un peu fermé, un peu sceptique et tout, je pense que ça aura vraiment aucun effet. Est-il possible d'être mauvais pour le grade que l'on a? Bah ça, je crois que j'ai un petit peu. Alors oui, déjà, on va être sincère, hein, je pense que c'est possible d'être mauvais pour le grade que l'on a. Après, ça reste très subjectif. Moi, j'ai un avis en tant que professeur, au moment de remettre, comme tous les professeurs, au moment de remettre une ceinture et tout, etc., on évalue un peu l'élève et on va déjà considérer est-ce qu'il a le niveau pour la ceinture suivante ou pas. Déjà, on est tous différents là-dessus. Généralement, il y a quand même des consensus. Hein, quand quelqu'un est vraiment bon, généralement, il n'y a pas de problème pour qu'il passe la ceinture suivante. Après, tout ça, encore une fois, c'est à remettre en perspective avec les attentes du pratiquant, sa régularité, ses objectifs, ce qu'il fait de la compétition, son âge, d'où il vient. Tu vois, il y a beaucoup de choses à prendre en ligne de compte. Une ceinture, c'est pas un titre dans l'absolu, c'est voilà, c'est un repère, c'est une sorte de récompense pour ton investissement, pour ton temps de pratique. On le voit hein, dans certaines compétitions où on mélange un peu les ceintures, où c'est pas toujours les ceintures noires qui gagnent, hein, c'est pas une grande nouveauté. Face à des moins gradés, même à l'entraînement, voilà, on sait qu'il y a des moins gradés qui sont très très performants. Euh, il y a des gens qui sont plus talentueux, qui sont plus athlétiques, qui s'entraînent plus. Donc, c'est pas parce que tu perds contre un moins gradé que tu mérites pas ta ceinture. Euh, Ça, c'est une première chose. Après, euh, encore une fois, c'est subjectif, mais si tu es régulier, si tu es cohérent, c'est-à-dire tu dis moi je m'entraîne 2 à 3 fois par semaine et mon objectif c'est de progresser, d'avoir un niveau correct, d'être un bon partenaire d'entraînement et éventuellement de faire quelques compétitions, voilà, un petit niveau de temps en temps. Il n'y a pas de problème. Ton projet est cohérent. Si maintenant tu me dis je veux être champion du monde et tu t'entraînes une fois par semaine, ou, tu disparais pendant 2 mois, que tu reviens, que tu es complètement décousu et tout, etc. Bon, ben là, frérot, c'est pas que tu mérites pas ta ceinture, mais voilà, il y a pas vraiment voilà, ça n'a pas vraiment de sens, quoi. Euh, Franchement, je pense que personne ira pointer du doigt quelqu'un qui s'entraîne régulièrement, qui a un bon partenaire, qui voilà, qui a des objectifs cohérents, qui reste comment dire, qui reste à sa place. J'ai pas envie non plus d'être méprisant, comment dire, mais voilà, qui est honnête, voilà, qui est honnête avec lui-même, voilà, et qui fait le taf, qui se remet en question, qui cherche vraiment à évoluer. Je pense que si ton professeur t'a remis ta ceinture, il y a vraiment aucun problème, quoi. Tu l'as pas volé, et c'est pas parce que il peut y avoir des gars moins gradés qui ont le dessus de toi à l'entraînement que tu ne mérites pas ta ceinture. Loin s'en faut. T'es plutôt concept ou technique? Pourquoi l'un et pas l'autre, ou les deux? Euh, Bah les deux déjà. Le concept et la technique, pour moi, c'est complémentaire. Si je devais te donner si je devais faire un retour d'expérience personnel par rapport à ça, je dis pas que forcément que c'est la marche à suivre pour tout le monde, mais c'est comme ça que moi j'ai vécu les choses. Euh, Au début de ma pratique du JJB, j'étais vraiment centré sur l'aspect technique. Donc vraiment sur la répétition technique, j'apprenais des techniques et je les restituais un petit peu de façon scolaire et j'ai beaucoup répété comme ça. Et ça va te permettre déjà d'acquérir les formes de corps, de prendre tes sensations un petit peu avec les techniques et tout ça. Et une fois que tu auras déjà emmagasiné un bon bagage technique, que tu auras du vocabulaire,
tu vas pouvoir apprendre à faire des phrases et à dégager des concepts et à comprendre en fait des concepts. Tu vas avoir des voilà vraiment moi j'ai eu ce sentiment là de un peu d'ampoule qui s'allume eureka ok ah d'accord en fait quand je fais telle et telle technique c'est ça qui se passe en fait tout ça je peux le résumer dans un concept. Euh, Faire une clé de bras, voilà, c'est mettre l'articulation du coude en porte-à-faux, et en fait, que je fasse un juji inversé, que je fasse un juji gatame classique, que je fasse une shoei bar et tout, etc. C'est toujours ça que je recherche. Et donc, ça va te permettre de déduire, en fait, peut-être les différentes variantes de techniques qui te manquent, ou de les acquérir plus facilement quand tu vas les voir. Donc voilà, pour répondre voilà, pour faire un retour d'expérience par rapport à cette thématique-là, des concepts et des techniques, pour ma part, ça s'est passé de cette façon-là. J'ai d'abord acquis pas mal de vocabulaire technique et ensuite j'ai dégagé des concepts de ça, j'ai compris des choses, j'ai été plus sensible aux concepts. Ce qui ne veut pas dire que il faut mettre de côté les concepts au début, tu vois, et tu peux assez rapidement comprendre le concept et peut-être que ça va t'aider aussi dans ton apprentissage technique. Mais je pense en tout cas qu'il faut pas te prendre la tête si au début un concept ça t'aide pas, si tu voilà, si t'as l'impression que tu passes un peu à côté. T'inquiète pas, continue à travailler ta technique, comment dire, ne néglige pas l'aspect répétition technique un peu bête et méchant, un peu scolaire au début. Je pense qu'il faut en passer un petit peu par là et les concepts prendront tout leur sens par la suite. Pourquoi on n'apprend pas les notions de game plan, de combativité, etc. en cours? Bon, la combativité, ça me paraît un petit peu difficile. La combativité, je pense que c'est quelque chose. Alors, au travers d'un coaching, ce que j'essaye de faire ponctuellement, quand par exemple, quand je donne les cours ceinture blanche, donc les cours dans lesquels je ne tourne pas, je suis vraiment dans mon rôle de coach et je peux me permettre de passer un petit peu entre les binômes, de donner des indications, de pousser un petit peu mentalement et tout, etc. Peut-être que ça va stimuler un peu la combativité, mais bon, c'est léger et les gars, voilà, le coach il peut pas être individuellement derrière chacun d'entre vous et s'il s'entraîne pendant le cours, il peut pas être derrière vous pendant les sparring. Donc la combativité, ça me paraît être quelque chose que qu'on doit travailler chacun de façon personnelle. Si tant est que ça se, enfin si ça se développe, je pense, mais ouais, ça se développe. Euh, S'apprendre, je trouve que apprendre la combativité, ça, je trouve ça un petit peu, je trouve que c'est pas le bon terme, quoi. Ça se travaille, ça se développe, mais il n'y a pas vraiment de méthode pour apprendre la combativité. Enfin, je, je vois pas vraiment les choses comme ça. Pour les notions de game plan, en revanche, je trouve que tu as raison, c'est souvent quelque chose qui est pas abordé en cours. On a prévu, nous, à la MK Team, de le mettre en place pendant les cours avancés, les cours compétition, à partir de la rentrée. On a eu une petite discussion avec Mako à ce sujet-là. Effectivement, c'est quelque chose qu'ils font aux États-Unis. Je me rappelle que j'étais allé chez les Mendes, chez Aoji en 2015, quand j'avais fait les Panam, et en ceinture bleue. Et il y avait vraiment une part du cours qui était consacrée à ça. Guilherme Mendes prenait la parole, il expliquait des notions stratégiques et tout. Je sais que ça se fait, voilà, vraiment dans les grandes écoles et tout, et c'est vraiment un point très très important pour en revenir à ce que je disais. Je répondais à une autre question sur comment préparer la compétition à l'entraînement. Ça, c'est un point vraiment clé. Donc effectivement, on ne le fait pas assez et on en a conscience nous à la MKT, mais on va essayer de développer cet aspect-là. Après, ce qu'il faut que vous compreniez les gars, c'est que en France, on est dans une pratique beaucoup plus loisir, amateur du sport, pas du tout professionnalisé. Ce qu'il faut savoir aux États-Unis, c'est que même s'il y a énormément d'amateurs, ils ont une approche professionnalisée du sport. C'est-à-dire que même les mecs qui travaillent à plein temps, c'est pas rare qu'ils s'entraînent 2 fois par jour et ils cherchent à émuler un petit peu les professionnels avec lesquels ils s'entraînent et ils sont très ouverts à cette vision des choses. En France, malheureusement, quand tu essayes de mettre en place des trucs comme ça, il y a des gens qui sont réceptifs, il y a des gens qui sont ouverts, des gens qui sont un petit peu au fait de ce qui se passe à l'étranger et tout, qui sont compétiteurs et qui vont suivre. Mais t'as beaucoup de gens en fait qui arrivent à l'entraînement, ils ont juste envie de rigoler avec leurs potes, de faire quelques combats et c'est compréhensible, il n'y a pas de mal à ça. Mais ça va être difficile de retenir leur attention systématiquement et à les ramener dans un cadre de cours structuré de cette façon-là. Donc c'est aussi assez épuisant pour le professeur de mettre en place ce genre de choses. Voilà, parce que tout le monde n'est pas réceptif à ça aussi. Donc c'est un travail à faire, c'est vrai, mais il y a du boulot. Il y a du boulot
de la part de tout le monde, des profs et des pratiquants, je pense. As-tu des stratégies d'entraînement en dehors du tatami et de la salle de sport? Des stratégies. Ah, je suis pas sûr de comprendre de quoi tu parles. Comme ça, instinctivement, je te répondrais, oui, je pense qu'en dehors du tatami et de la salle de sport, il y a des choses il y a des facteurs sur lesquels tu peux continuer à travailler, comme la nutrition, la récupération, c'est des choses très importantes, hein. Là, la saison précédente, donc j'ai fait une grosse saison en ceinture noire adulte, sur des gros tournois et tout, etc. Donc je me suis fixé des objectifs vraiment très très élevés. Euh, et donc j'ai vraiment essayé de jouer sur tous les paramètres. Comme bah, j'avais un rythme d'entraînement extrêmement intense, ben il fallait que voilà que ça suive, que mon corps suive au maximum derrière. Donc j'ai essayé de voilà de j'ai été suivi par une nutritionniste. Voilà, je me suis mis au point sur la nutrition, sur le sommeil. Voilà, j'essaie au maximum de voilà d'optimiser un petit peu toutes ces choses-là pour être performant. Il y a aussi la veille technique, hein, le fait de regarder des combats, d'étudier des combats, pas juste les regarder comme un spectateur, essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de comprendre stratégiquement l'approche de chaque combattant, regarder un petit peu ce que font les gars dans sa KT éventuellement, regarder des vidéos techniques, etc. Tout ça, c'est des choses que tu peux faire en dehors du tatami qui sont très très importantes, je pense. Alors, à quel point ça peut être OK de faire taper ou de mettre en difficulté un gradé? Heu, Bah, c'est totalement OK frérot. Il y a bon, il va peut-être faire la gueule, hein, et moi-même, hein, ça m'est arrivé de taper contre des moins gradés et bah, j'ai fait la gueule, mais j'ai ravalé voilà, j'ai ravalé mon orgueil, hein, et c'est le jeu. Alors après, simplement une petite nuance par rapport à ça, si un gradé fait l'effort de travailler un peu, mais d'ailleurs c'est valable même s'il a le même, si c'est quelqu'un qui a le même niveau que vous, ou, voilà. Si quelqu'un a fait l'effort de travailler, voilà, technique, de façon pédagogique et tout, et que c'est manifeste, franchement c'est pas cool de lui rentrer dans l'art comme un malpropre et de lui arracher la gueule. Voilà, ça c'est la nuance que je mets. Donc s'il y a un gradé qui tourne un peu cool avec vous, que vous lui rentrez dans l'art comme un malpropre, que vous lui arrachez la gueule et que vous le faites taper, bon, bah, félicitations, mais je vois pas trop l'intérêt. Nuance aussi, d'ailleurs, c'est valable autant pour les ceintures noires que pour les ceintures blanches et tout, les gars, tranquille. Si vous avez fait taper un gradé, félicitations, mais restez humble. Moi, je suis vraiment pas fan de ce genre d'attitude. Enfin, ça dépend comment c'est fait. On peut parler, voilà, il y a pas de tabou non plus. On peut dire, ouais, moi, sur tel, on sent quand c'est fait de façon avec ego ou pas, quand on discute de, ah ouais, moi j'ai tourné avec machin, j'ai réussi à lui faire ci. Par contre, ouais, sur ce truc-là, voilà, j'ai galère, mais là j'étais content parce que j'ai réussi à lui placer ça et tout. Ok, chill, y a pas de problème. Après, si c'est, ouais, moi j'ai fait taper machin et tout, etc. Bon, les gars, ça je trouve ça minable. Mais après, sur le fond, moi je suis contre toute forme de mysticisme et je sais pas si c'est le terme mysticisme, mais euh, ouais, si, enfin, ouais, je sais pas si, ouais, mysticisme. Enfin, en tout cas, voilà, aucun grade n'est sacré. Dans d'autres sports de combat, il y a pas de ceinture, hein, en boxe, hein, il y a pas de ceinture. Hein, si vous mettez KO le mec, vous le mettez KO. Hein. Et en JJB, c'est la même chose, les gars. Ouais, pas de, pas de mysticisme, pas de, ah, j'ai le mot sur le bout de la langue, peu importe, mais voilà, non, tranquille, hein, si, au contraire, si vous faites taper un ceinture noire, ben, c'est bien, c'est le but, les gars. Il y a pas de respect à avoir par rapport à ça. Il y a un respect à avoir par rapport au parcours de la personne, voilà, qui doit se manifester en restant humble, en évitant de célébrer sa victoire dans toute la salle, en faisant un tour de salle, et en faisant un salto arrière voilà, pour célébrer sa victoire si vous avez réussi à faire taper un gradé. Mais à part ça, sur le principe, non, chill. Voilà, prendre en considération aussi que le mec, s'il faut, c'est son deuxième ou son troisième entraînement de la journée, et voilà, que vous arrivez frais et que vous avez réussi à le faire taper parce qu'il est un peu fatigué. Bon, voilà, il y a tout ça, ça n'enlève rien à votre geste, c'est très bien, donc soyez content, soyez fiers de vous, mais voilà, restez humble, ça c'est le truc que je dirais, mais à part ça, non, allez-y sans restriction,
Au contraire, hein, si, si vous roulez avec moi à la MK, sans faire les gros bourrins, mais allez-y franco, allez-y sincèrement, et si vous avez la soumission, au contraire, hein, moi je le dis souvent, quand je sens qu'un gars a été sur le point de me faire une bonne technique et qu'il l'a relâché, je lui dis frérot, t'as relâché trop tôt, franchement là tu devrais pas, là sur le sweep, j'allais tomber, et tu t'es pas allé jusqu'au bout, ou sur telle attaque, franchement t'avais les moyens d'aller au bout et t'y es pas allé, au contraire, ça fausse le jeu, ça fausse les cartes, et je pense qu'un gradé sincère, il va pas avoir envie de gagner comme ça ou de garder l'ascendant sur vous comme ça. Donc non, voilà, pas de respect mielleux comme ça. Euh, tant qu'on reste dans les règles de l'art, allez-y franco et soumettez autant de gradés que vous le pouvez si vous en êtes capable. Comment trouver la juste mesure entre le mindset en compétition et à l'entraînement? Ah, ouais, c'est assez difficile, hein, franchement, pour l'avoir expérimenté. Ce qui se passe souvent, si vous préparez des compétitions, voilà, c'est un problème qui se pose d'autant plus quand on est prof, mais c'est valable pour tout le monde. On a tendance à se recentrer un peu sur soi, hein, c'est un phénomène qui est connu. On devient un peu plus selfish, un peu plus égocentré. Ouais, je sais pas si c'est toujours une bonne chose d'ailleurs, parce que j'ai l'impression qu'on a tendance à se crisper un peu autour de l'objectif et que ça peut être un peu contre-productif parfois. Mais bon, en tous les cas, on est obligé de penser un peu plus à soi quand on est en mode compétition. Je pense que c'est pas forcément un problème à condition d'essayer de s'entourer de partenaires qui ont un peu des objectifs communs ou qui sont en tout cas OK avec ça. Euh, Si vous y allez pleine balle, si vous tournez dur et tout, etc. Voilà, essayez de le faire avec des gens qui sont volontaires. Voilà, de pas, euh, voilà, d'essayer de tirer avantage, en tout cas au minimum, de chaque partenaire de façon intelligente. Par exemple, si vous êtes avec un gars qui est clairement moins fort que vous, peut-être profitez-en pour travailler des points faibles. Allez-y à fond dans une optique de progresser, mais voilà, en vous mettant dans des situations où vous êtes un peu plus en difficulté pour rétablir un peu la balance. Après, bon, j'avoue que même moi, hein, des fois, quand je prépare des compètes, j'y vais voilà, si je dois faire taper le mec 15 fois et qu'il est moins fort, je le fais taper 15 fois, mais parce que je suis dans cette optique-là. La juste mesure à ce moment-là, c'est peut-être de pas être dans ce mood-là tout le temps. De toute façon, je trouve ça personnellement assez épuisant, hein, comme je le disais tout à l'heure. Au bout d'un moment, quand on est toujours dans cette optique compétitive, voilà, à vouloir être le numéro un, à gagner à tout prix et tout, etc., être vraiment à pas du tout ouvrir le jeu, c'est usant. C'est usant mentalement, donc trouver la mesure à ce moment-là, je pense que ça se traduit par s'aménager des périodes de pause où on est un peu plus relâché, on va de nouveau ouvrir un peu le jeu, essayer des nouvelles choses et retrouver le plaisir de pratiquer, de partager, voilà, et de s'ouvrir à d'autres aspects du jiu-jitsu que la compétition. Comment déterminer le poids pour combattre? Quelle catégorie est faite pour moi? C'est pas mal comme question ça. Euh, je, je pense pouvoir te donner des éléments de réponse basés sur ma propre expérience, encore une fois. Moi, je sais par exemple que là, j'ai fait une prise de masse musculaire cette saison. J'ai accentué la préparation. J'ai mis le paquet sur la préparation physique parce que j'ai senti que c'était un point faible en compétition, que je manquais un petit peu de caisse physiquement. Donc, j'ai voulu travailler sur ça et du coup j'ai pris un petit peu de poids, un petit peu de masse et j'ai du mal maintenant à descendre. Enfin, j'ai toujours combattu en moins de 70 kilos, enfin j'ai même combattu en moins de 64 il y a fort longtemps, mais c'était pas ma caté, vraiment je souffrais pour descendre. Et donc voilà, je suis en moins de 70 kilos naturellement, donc c'est en kimono, donc ça implique d'être à 68 kilos à peu près. Et comme j'ai pris 1 à 2 kilos de muscle pur, maintenant pour faire 70 kilos en kimono, c'est vraiment difficile pour moi. Je fais 70 kilos, je me suis stabilisé à 70 kilos sans kimono, mais j'ai pas du tout envie de combattre en 76 kilos, moins de 76 kilos, parce que je me sens par exemple trop petit pour la KT, parce que j'ai un jeu de garde par exemple où je tiens l'adversaire à distance, je fais de la spider, des choses comme ça, et j'ai du mal avec les gars longillignes, les gars grands et tout, c'est vraiment pas des profils avec lesquels je suis à l'aise, donc stratégiquement c'est pas je trouve que j'ai pas un jeu qui se prête à cette catégorie-là. Euh,
Si j'avais un jeu plus comme à la Isaac Bayens par exemple, qui est très petit pour sa catégorie, mais lui il a un jeu où il se remet vite à quatre pattes et il projette et tout, etc. Donc il passe plus sous le centre de gravité de ses adversaires. Bah, le fait d'être plus petit, ça, voilà, ça peut potentiellement être un avantage par rapport à son jeu. Donc il n'y a pas de règle dans l'absolu, il y a des critères. Bon, déjà, quelles sont les techniques? Quel est mon style de jeu? Avec quel type de d'adversaire je suis à l'aise? Euh, les longilines, les petits trapus, voilà, quels sont les profils qui me conviennent le mieux. Euh, il y a aussi la question, ben, justement, que j'évoquais du régime. Est-ce que je me sens plus à l'aise dans cette caté-là, par exemple, parce que les adversaires sont moins puissants? Ou en tout cas, j'ai l'impression d'être plus à l'aise dans cette caté-là parce que les adversaires sont moins physiques. Mais ça implique de faire un régime de la mort et d'être épuisé physiquement, mentalement, d'arriver sur le tatami comme un zombie, comme c'était mon cas quand je combattais en moins de 64 à l'époque. Bon, c'est pas forcément un pari gagnant. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux essayer de faire quelques adaptations à mon jeu et de combattre voilà, dans la catégorie de poids du dessus en me sentant en forme, en mangeant bien, voilà. Donc c'est pas de réponse dans l'absolu, des éléments de réponse, des facteurs à prendre en compte. Voilà, le bien-être. Si tu dois faire un régime qui t'affaiblit trop, encore une fois, c'est peut-être pas la meilleure stratégie. Si tu arrives à gérer le régime, bah, à ce moment-là, peut-être que voir un petit peu les avantages de combattre dans la catégorie en dessous, parce que t'as un style qui s'y prête mieux. Voilà, ces différents facteurs-là à prendre en compte. Et un dernier truc, les gars, ne vous comparez pas aux professionnels, hein, aux stars de la discipline. Déjà, ils sont chargés pour la plupart et ils utilisent des produits pour perdre du poids et tout, etc. J'ai entendu de nombreuses anecdotes à ce sujet-là, hein, euh, je citerai pas de nom, mais il y a un athlète qui combattait en moins de 76, noir adulte, un athlète qui fait partie du top hein, mondial, qui la veille de son premier combat en moins de 76 adulte, donc, ce qui nécessitait d'être à 74, il s'est pesé devant un pote à moi, il était en slip à 78 ou 80, donc il avait 5-6 kilos à perdre pour le lendemain. Et le mec était serein, il savait exactement ce qu'il faisait, donc voilà, je pense que c'est pas très naturel comme procédé pour faire le poids. Voilà, un autre Brésilien très fort dans la catégorie de poids dans laquelle j'ai combattu cette année en adulte moins de 70. Il est arrivé à Paris pour les championnats d'Europe cette année à 80 kilos pour combattre en moins de 70 à une semaine de l'événement. Voilà, donc on est sur des gars. Alors je veux bien peut-être qu'ils ils aient des techniques un petit peu différentes des nôtres. Après, c'est vrai qu'il y a quand même ce truc-là en ceinture noire adulte, c'est une spécificité de la KT où il y a des combats sur 2 jours et où les têtes de série savent qu'ils vont prendre grâce au classement au premier combat un mec bien moins fort qu'eux, donc ils peuvent se permettre d'être un petit peu affaiblis pour valider la pesée, faire leur premier combat et comme ils sont pas repesés le lendemain, arriver avec 2-3 kilos en plus, et voilà, il y a des stratégies qui sont faites à ce niveau-là. Mais voilà, si vous entendez parler de ça, ne vous sentez pas concerné, les gars, à moins que vous soyez en ceinture noire adulte. Je pense que ça concerne une minorité de gens. Euh, voilà, ne prenez pas exemple sur ces cas-là et faites ce qu'il faut pour vous sentir bien sur le tatami le jour de la compétition. Drill ou pas, telle est la question. Le drill est-il indispensable? Je dirais que le drill, il a un intérêt dans la phase d'acquisition, d'automatisation de la technique. C'est-à-dire, tu apprends une nouvelle technique, la driller sur un partenaire statique, ça va te permettre de créer des automatismes et d'acquérir les formes de corps. Mais finalement, ça va se faire assez rapidement, tu vois. Je pense que tu fais 2-3 séances de drill sur une technique. Par exemple, tu apprends n'importe quoi, le Torrando Pass. T'as jamais fait de Torrando Pass de ta vie, donc tu apprends le Torrando Pass, tu le drilles 2-3 fois correctement avec alors, bon, ça, 2-3 fois, ça s'applique pour moi en ceinture noire. Peut-être que pour une ceinture blanche, ce sera un petit peu plus long. Il faudra faire quelques séances de plus, mais bon, allez, grand max 6-7 séances, je pense que tu vas automatiser le mouvement et qu'après, mis à part sur le plan cardio physique, ça aura plus grand intérêt de, de driller.
Voilà, tu vas juste travailler ton cardio. Alors ça peut, on voit hein, des athlètes de haut niveau qui font du speed drill et tout, mais je pense que là, ils travaillent plus leur cardio en utilisant des mouvements de JB et ils travaillent plus leur condition physique que réellement leur technique en faisant ça. Voilà, donc intéressant sur la phase d'automatisation ou de réautomatisation si c'est une technique que tu n'as pas fait depuis longtemps, que tu veux être capable de la ressortir plus rapidement en combat. Mais après, driller euh, indéfiniment une technique que tu maîtrises déjà par cœur, euh, mis à part sur le plan cardiovasculaire et physique, je pense que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Comment rester constant en progression éducative drill, combat, comment s'organiser? Euh, bon, j'ai déjà partiellement répondu à cette question tout à l'heure. Bon, déjà, tout dépend de la ceinture, des objectifs et tout. Je pense que si t'es ceinture blanche, bah déjà, tu dois obligatoirement concentrer une grande partie de ton entraînement sur l'apprentissage technique, hein, parce que tu pars de zéro, hein, donc élargir ton panel technique au maximum, donc une grande part consacrée à la technique et au drill, et un petit peu de travail à thème et du combat pour t'aguerrir et t'habituer à combattre différents profils. Je dirais, si tu as un niveau intermédiaire, bleu, violette, continuer bien sûr hein, l'apprentissage technique, mais peut-être équilibrer un petit peu plus technique et travail à thème. Et toujours combat, hein, ça c'est une constante. Et je dirais qu'en ceinture noire, tu peux, comme tu vas en fait souvent faire des sparring avec des gars moins gradés, moins forts que toi, tu vas pouvoir plus facilement appliquer en combat des nouvelles techniques, des nouveaux concepts, déjà parce que tu les intègres beaucoup plus rapidement et facilement, et que tu vas tourner avec des gars qui sont un peu plus lents, qui ont un peu moins de bagage technique que toi, donc ça va être plus facile de le restituer rapidement en combat. Donc tu vas peut-être avoir moins besoin de t'attarder sur la phase technique et à thème, encore que le thème, ça a d'autres bénéfices, comme celui que j'expliquais de te forcer à être dans un domaine de jeu dans lequel tu veux pas forcément aller. Donc le travail à thème, c'est une constante, hein, quelle que soit la ceinture, mais euh, voilà, tu vas pouvoir peut-être faire plus de combats et essayer plus de choses directement en combat quand t'es ceinture noire. C'est ça que je voulais dire. Donc voilà, la répartition, drill, travail à thème et combat, ça c'est une constante de toute façon, quel que soit ton niveau, mais tu vas le consacrer une part plus ou moins importante à chacun de ces exercices en fonction de ton niveau. Vraiment focus sur l'apprentissage technique, je pense, pour les débutants. Tu vas équilibrer un peu technique et travail à thème à un niveau intermédiaire et tu vas pouvoir peut-être réduire un petit peu ce travail-là notamment la phase d'apprentissage technique qui sera plus courte quand tu auras un niveau ceinture noire. Les différents styles école de JJB. Ben, c'est pas vraiment une question ça, Johan the White Belt Slayer. Tiens, je te connais toi. Je crois que tu fais un peu polémique sur les réseaux en ce moment, à défier des ceintures noires. Alors, les différents styles école JJB. Je sais pas quoi te répondre, poto. Quels sont les différents styles école de JJB? Euh, c'est vrai qu'il y a il y a des écoles qui sont drivées, qui sont menées par des gros noms du JJB. Si je pense à Marcelo Garcia, par exemple, à New York, il a un style qui lui est propre avec cette garde papillon, cette X-guard et voilà, c'est pas ça. Il a un style vraiment très caractéristique et c'est vrai qu'on avait coutume de dire à l'époque, quand son école était un peu plus en vue, on entend, il y a un peu moins de compétiteurs actifs sur le circuit maintenant qui sont issus de son école, mais qu'il y en avait beaucoup qui avaient un jeu qui ressemblait à celui de Marcelo. Je pense à des gars comme Jonathan Satava, etc. à l'époque, voilà, qui avaient un jeu vraiment similaire à celui de Marcelo. Donc c'est vrai que il y a des écoles comme ça où on retrouve quand même pas mal on sent l'influence de la personnalité du gars qui en est à la tête. Il y a
je pense pouvoir dire qu'il y a, par exemple, à la Gracie Barra, il y a des écoles de Gracie Barra qui sont connues pour avoir une bonne garde fermée. J'ai entendu dire ça aussi, mais bon, t'as des gars qui sont issus de la Gracie Barra, comme Romulo Barral, qui fait essentiellement de la Spider Guard, quoi. Donc, je sais pas si, en tout cas, dans les grandes équipes, il y a des techniques, en fait, il y a des mouvements. C'est vrai qu'AOJ, par exemple, on sait que voilà, ils vont être forts en berimbolo, forts en leg drag. Mais pareil, c'est dû, en fait, à la personnalité et au style de leur des gars qui en sont à la tête, quoi. Euh, et ça se fait un petit peu naturellement. Je pense pas qu'il y ait un comment dire un gars qui a un style bien déterminé et qui se dise je vais ouvrir une école. Par exemple, lui il fait de la spider et dit moi je vais ouvrir une école et on va faire que de la papillon. Tu vois, ça se fait naturellement en fait. Voilà, je sais pas si c'est vraiment ça que tu me posais comme question, mais oui, clairement, en tout cas, il y a des styles qui se cristallisent, qui se, qui se dessinent en fonction de la personnalité des fondateurs des équipes, quoi. Euh, et donc, voilà, il y a ce phénomène-là qui existe. Après, tu as aussi des gars hein, où tu prends Athos par exemple, c'est beaucoup moins marqué chez eux, tu vois. Bah déjà parce que Galvao, il a pas forcément un style c'est un mec qui est assez ouvert quoi, hein, qui a pas qui est capable d'utiliser des stratégies assez différentes d'un combat à l'autre et t'as des gars qui sont issus de son école qui sont vraiment déjà aussi parce qu'ils sont pas forcément ils ont pas été formés là-bas donc ils sont arrivés avec déjà leur propre style et ça ressemble plus à une sorte de melting pot de plein d'écoles qui se retrouvent et je trouve ça assez intéressant. Moi j'aime bien le fait que sur un même tatami, il y ait des gars qui ont des styles très différents. Voilà, ça dénote d'une certaine ouverture d'esprit, ça amène pas mal de diversité, donc je trouve ça assez sympa. Voilà, c'est ce que je pourrais dire sur ce sujet-là. La question des blessures physiques et mentales. La question des blessures physiques et mentales. Personnellement, j'ai vécu une, deux, deux, deux grosses périodes de d'arrêt, arrêt slash période même si j'étais sur le ou même si j'étais sur le tatami, j'étais vraiment restreint dans ma pratique. J'ai vécu deux grosses périodes de blessures. Euh, C'était extrêmement douloureux, hein. D'ailleurs, je reste un phobique de la blessure. C'est vraiment, j'ai été assez traumatisé par ces blessures-là. Alors la première, j'étais ceinture bleu-violette. Quand j'ai été blessé, j'avais une douleur inflammatoire au genou qui m'empêchait vraiment de tourner. Et j'ai fait la pire des choses à faire, c'est-à-dire arrêter complètement de m'entraîner, sortir, faire le con. Un désastre total. Donc à ne surtout pas faire, hein, s'il est besoin de le préciser. La deuxième période de blessure que j'ai vécue, elle remonte à il y a 2 ans, où j'ai pas quitté le tatami. Bah déjà parce que je vivais déjà du JJB, j'étais prof à plein temps, donc je ne pouvais pas quitter le tatami. J'étais obligé d'enseigner, de trouver, voilà, de bricoler pour au moins être présent et faire mon taf de coach. Donc les blessures en question, c'était une pubalgie, donc une douleur chronique au niveau du bas-ventre, qui est extrêmement handicapante, hein. Je n'arrivais pas à tourner sans douleur, donc assez horrible, parce que tu dis blessure physique mentale, mais c'est lié, hein, le psychologique. Alors, déjà, quand on s'entraîne, on sécrète des hormones et tout, de bien-être, et du coup, on se stabilise un peu. Émotionnellement, hormonalement, avec une pratique régulière du sport. Et donc, quand cette pratique s'arrête ou diminue drastiquement, ben, sur le plan psychologique et hormonal, on subit déjà un grand choc. Et bah, physiquement, forcément, il y a la douleur, les remises en question, voilà, les questions, est-ce que je vais pouvoir repratiquer, revenir à mon vrai niveau et tout, etc., qui nous minent mentalement. Donc c'est de toute façon une épreuve, hein, et Dieu sait quelle épreuve de traverser une période de blessure. Comment les gérer? Je dirais, bah, tant bien que mal, hein, si je suis honnête, hein, continuer à s'intéresser. Moi, je sais que bah, je regardais un petit peu de technique, mais ouais, je regardais. Alors,
j'ai essayé de regarder quand même, de me tenir un petit peu informé voilà, des techniques, de regarder des DVD techniques, de regarder quelques combats et tout ça, mais ça peut aussi avoir un effet frustrant parce que parfois ça peut être une meilleure chose de couper en fait, hein, et de se consacrer par exemple sur le physique. Moi, c'est souvent quelque chose que j'ai fait quand je pouvais plus pratiquer le JJB, par exemple. Je me suis fait j'ai rupture du ligament croisé intérieur il y a 2 ans. Je me suis pas fait opérer, hein. Je combats toujours aujourd'hui sans mon ligament croisé. J'ai pris le parti de me renforcer. Donc j'ai pas eu cette période de 6 mois, 1 an, où tu peux pas pratiquer du tout. J'ai jamais arrêté de m'entraîner. Bon, j'ai eu une période, si, au tout début, évidemment, pendant quelques semaines, je me suis arrêté, mais j'ai rapidement repris ma pratique progressivement jusqu'à pratiquer à 100%, hein. Actuellement, je pratique à 100% parce que bon, j'ai été conseillé par des professionnels, hein, j'ai quand même vu un chirurgien et tout qui m'a donné le feu vert et je me suis renforcé physiquement, voilà, la façon dont, enfin, chaque blessure est différente, hein, même si on peut avoir le même diagnostic, finalement, on n'est pas tous fait pareil. Il y a des choses que quelqu'un va pouvoir faire avec une blessure qu'un autre ne pourra pas faire avec une même blessure. Donc, je suis pas en train de donner des conseils de médecin. Moi, il s'est trouvé que j'ai pu continuer à pratiquer et revenir à mon meilleur niveau malgré la blessure et à m'adapter. Donc ça a limité la casse. Mais j'ai quand même été frustré, notamment, c'est intervenu en même temps, hein, que cette période de pubalgie. Donc j'ai quand même malgré tout été frustré, limité dans ma pratique et ça a été difficile, mais je pense que ça l'a été moins que si j'avais dû quitter les tatamis complètement. Les périodes où j'ai dû m'arrêter, oui, j'ai eu une autre blessure au genou qui avait duré 2 3 mois. Je m'étais quasiment rompu le ligament interne et là j'avais complètement compensé en faisant de la muscu. C'était pas trop mal. Le fait de blinder la préparation physique, je pouvais pas m'entraîner en JJB parce que je pouvais pas faire tout ce qui était torsion, mais je pouvais continuer l'entraînement muscu et cardio et tout ça. Et je pense que c'est une des meilleures choses, des meilleures gestions de blessures que j'ai eues, c'est-à-dire en fait compenser complètement l'arrêt de la pratique du JJB par un autre sport que je pouvais pratiquer. Voilà, je pense que c'est la meilleure chose, le meilleur retour d'expérience que j'ai, c'est ça. Parce que finalement, essayer de faire de la visualisation, moi personnellement, ça me fait chier, hein, je sais que c'est très bien. Enfin, je doute pas des bienfaits de la visualisation, c'est utilisé par de nombreux athlètes de haut niveau et tout ça. Mais personnellement, je j'ai pas la motive. Essayer de continuer à emmagasiner des connaissances techniques si on peut pas les mettre en pratique sur le tatami. Alors, si tu y arrives, tant mieux, mais moi personnellement, au bout d'un moment, ça me saoule rapidement. Et puis, comme je te dis, rester en contact avec le JJB en permanence. Moi, je suis obligé de le faire parce que c'est mon métier, et à la limite, ça va parce que je suis en mode coach, donc j'y trouve quand même une certaine gratification. Si c'est juste regarder des DVD, passer à l'entraînement, regarder tes potes, alors ça peut être cool quand même de passer voir tes potes pour garder un petit contact, mais peut-être pas tous les jours non plus, tu vois, parce que tu vas à trop forte dose, tu vas aussi développer de la frustration. C'est voilà, c'est à doser. Voilà, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est si tu es en mesure de continuer ton activité physique, ce qui est quand même souvent le cas, tu vois, même si tu as une blessure qui t'empêche de faire du JJB, peut-être que tu peux quand même faire certaines positions avec un partenaire de confiance, peut-être que tu peux au moins faire du cardio, du vélo ou de la muscu ou quoi. Euh, je pense que déjà ça va te permettre de continuer de te maintenir, de maintenir une stabilité sur le plan psychologique et hormonal et tout ça, de te maintenir en forme, de pas avoir à repartir à zéro avec 10 kilos en plus le jour où tu vas vouloir reprendre le JJB. Donc voilà, la meilleure chose à faire, je pense, c'est maintenir au maximum ton niveau d'activité physique en écoutant évidemment les conseils de ton médecin et de ton kiné et tout, etc. De bien te soigner aussi, de faire ta rééducation et voilà, de faire ce qu'il faut pour revenir au top. Et voilà, et de pas tout lâcher, mais de pas non plus te forcer à faire des trucs qui te font chier ou qui te frustrent. Euh, voilà, si tu as l'impression que c'est plus contre-productif qu'autre chose. Comment fait-on la technique où tu sautes et tu retombes toujours sur tes... Tac, bonne initiative. Ah bah, merci. Voilà les gars, bah, je pense qu'on a fait le tour des différentes questions qui m'ont été envoyées. J'espère que ce format vous a plu. J'espère que j'ai répondu au mieux aux questions que vous m'avez posées. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me faire un retour, hein, par rapport à cette vidéo, si vous avez des suggestions, si
voilà, si vous voulez que je continue, je ferai de toute façon un sondage, je pense, sur Instagram et je ferai appel à vous pour d'autres questions pour un prochain épisode. J'ai pour projet de partir sur une base hebdomadaire si j'arrive à m'y tenir, donc une vidéo comme ça par semaine ou peut-être tous les 15 jours, on verra. Si ça vous botte. Voilà, donc lâchez un pouce, partagez au max, donnez-moi vos avis et puis voilà, je vous dis à bientôt en vidéo ou sur les tatamis pour ceux que je vois dans la vraie vie. Os!